L'émission d'aujourd'hui vous est proposée par la Taloche. La Taloche, l'école qui forme au métier du second œuvre en 4 semaines seulement. Avec la Taloche, tu vas vite apprendre. Lien et infos en description. Bonne émission à tous. La matinale de Bichon TV. La matinale de Bichon TV, C'est l'émission qui réveille tes chantiers. et qui valorise la filière du bâtiment. La matinale. Et bonjour à tous et salut les bichons, bienvenue dans cette nouvelle matinale, la seule émission qui réveille tes Chantier. Super, comme d'habitude il y a de l'ambiance, on espère que vous allez bien, on est toujours en début d'année, je pense qu'on est peut-être même encore en période de galette des rois, mais cette fois il n'y a plus le budget pour en avoir une. Alors aujourd'hui on va parler d'un thème qui va intéresser je pense beaucoup de monde, puisqu'on va s'intéresser aux bâtis anciens et on va aborder ensemble les démarches pour rénover. Parce que la dernière fois, avec nos amis géomètres et architectes, on avait eu une magnifique émission où on avait parlé du PLU, on avait parlé des permis de construire, on avait parlé des déclarations préalables, mais c'était quand même très orienté, on va dire, construction neuve ou chantier standard. C'est ça. Et on s'est quand même dit, on vous a consulté, on a fait des petits sondages, etc. Et on s'est quand même dit, oh là là, il y a quand même une particularité franco-française, c'est ce qu'on appelle les monuments historiques, les bâtiments de France. Et quand on est dans le périmètre des bâtiments de France, on fait pas n'importe quoi. C'est ça. Et pour débattre de tout ça, justement, et amener tout un tas de réponses à tous nos auditeurs qui nous écoutent en vidéo ou en podcast, hein, Manteau, Oui. eh bien, on a prévu quelques invités. Et parmi ces invités, Rémi Fusaro. Comment vas-tu, Rémi ? Très bien, Laurent, merci. Tu commences à être un habitué, toi ? C'est la deuxième fois. Professeur de maçonnerie au CFA BTP de Roanne, c'est ça ? tout à fait. À ta gauche, elle est resplendissante, rayonnante. Lorena Bellemain, comment vas-tu ? Très bien, merci. Donc, toi, tu vas être notre expert bâtiment de France, culture, patrimoine, pendant cette émission. Je vais essayer, en tout cas. Tu vas essayer de Ouais. tenir et de représenter haut les couleurs... Du ministère de la Culture. Voilà, les Voilà. couleurs du ministère de... Rien Putain, que dis ça. donc, t'as rien que ça. T'as déjà du poids, du poids sur tes épaules. Et bien sûr, à ma droite, Anthony, le seul, l'unique, le copain de cantine. Comment vas-tu, Manteau ? Eh ben écoute, ça va très bien, surtout qu'on va parler vieille pierre. Et Ouais. je pense que il y a un beau sujet là. Et ça va être ça va génial, faire plaisir. génial. Mais tout de suite avant, on a bousculé un petit peu l'ordre de notre matinale parce qu'on va faire un duplex un petit peu spécial avec nos amis de chez Saint-Astier qu'on va avoir dans quelques secondes. Et on va commencer donc tout de suite cette émission, non pas par la Gazette, mais par le duplex générique. Allô, allô. Oh, salut Marlène! Et bonjour les bichons, bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Attention, on a un message pour toi. Joyeux anniversaire! On n'a pas de gâteau. Joyeux anniversaire! Bon, comment vas-tu, Marlène? 25 ans, ça fait quoi? Ah, mais 25 ans, c'est le début de... C'est super, c'est le début de la maturité, il paraît, tu Ouais. sais. Je connais, j'en ai 27. Hein? Oui, mais je sais, on a un peu d'écart, ouais, Voilà, effectivement. c'est hors Merci taxe. beaucoup. Hors taxe. Écoutez, Comment je suis, vas-tu, Marlène? Très heureuse que vous nous ayez invités, et particulièrement aujourd'hui en plus pour cet anniversaire qui me rajeunit effectivement. En tout cas, merci de cette belle invitation et de cette belle thématique qu'on affectionne tant chez Saint-Astier. Eh bien, c'est ce que j'allais dire, parce que figure-toi qu'autour de la table, bon, Anthony, tout le monde le connaît, mais on a la chance d'avoir Rémi Fusaro, donc lui qui est spécialiste maçonnerie, et qui m'a confié dans les coulisses être déjà venu chez vous, voir la carrière et tout. Et figure-toi qu'à sa gauche, on a Lorena Bellemain, qui, elle, représente les bâtiments de France, quoi. Et donc, eh bien, elle est encore jamais venue voir. Faudrait l'inviter, dis donc, chez Saint-Astier, là-bas. Eh bien, écoute, je profite de ce merveilleux duplex pour lancer l'invitation et l'inviter avec grand plaisir visiter Ce sera avec plaisir. notre site de fabrication et notre carrière avec ses collaborateurs. Voilà, merci beaucoup. l'invitation est lancée. Merci. Bon, tu vas voir débarrouler tout le ministère de la Culture, là-bas, ça va. Mais ça me fait pas peur parce que l'équipe est toujours accueillante, souriante. Et quand on va vous voir, en plus de bien bouffer, parce que c'est le sud-ouest quand même, ça déconne pas avec ça, eh bien, on a toujours un accueil qui est formidable.
Quelle est votre actualité par rapport au patrimoine, Marlène? Qu'est-ce que vous avez en ce moment? Vous nous sortez des petites nouveautés, des petits trucs pour les maçons, pour les façadiers. Qu'est-ce que vous avez? Ben écoute, nous, notre actualité, en tout cas fin 2023, si vous nous avez un petit peu suivis, vous avez pu voir qu'on a continué d'améliorer certaines gammes de produits. On a développé également de nouveaux produits, comme par exemple toute une offre sur le sol, pour le sol en bâti ancien, spécialement bâti ancien. Alors, au-delà de l'offre traditionnelle, on est arrivé avec une offre prête à l'emploi qui s'appelle Colao, où on a la possibilité de faire d'abord un dallage. La base, le dallage en sol, faire une chape de chaux. On a développé une colle qui permet aussi de garder la perméabilité à la vapeur d'eau lorsqu'on va venir poser ses tomates, son travertin, par exemple, dans le bâti ancien, et développer un joint qui également est à base de chaux et hydraulique naturelle. Donc, ça a été aussi un beau développement pour notre entreprise, et ça continue en fait de compléter nos solutions, nos gammes de produits que les maçons, les façadiers connaissent déjà. Voilà, par exemple. Et je peux vous dire que ça fait bosser un paquet de personnes parce qu'on a été vous voir il n'y a pas longtemps. Donc moi, ça me fait penser tout de suite à Romain, toute l'équipe aussi du bureau d'études. En 2023, et puis en 2024 aussi, il va y avoir de nouvelles solutions de lancer, qui répondent par exemple à ce dont tu faisais écho tout à l'heure, la rénovation énergétique et la performance thermique. Et alors, je suis très content parce que toi, tu le vois peut-être pas, mais j'ai ma formidable équipe parce qu'ils sont très, très bons, je les salue, qui est en train, en même temps qu'on échange ensemble, nous passer des images de notre dernière visite à la carrière. C'était génial. Comment il s'appelait déjà, le chauffeur qui était gentil comme tout? Tu te rappelles? Je me rappelle plus comment il s'appelle. Joël, peut-être. Ouais, c'est Joël. Ouais, il y avait Joël, il y avait Lionel, il y avait Benoît. Ils sont super. Carrière, Jérémy, ouais. Dis donc, le gamin, il avait 21 ans. C'est lui qui conduit les dumpers avec les roues de 3 mètres. Tu vois, c'est un sacré boulot. T'as eu le droit de tester? Et j'ai pas eu le droit de tester. Mais j'essaierai peut-être la prochaine fois. Les gars, ils sont bons, je peux te dire. Oui, parce que Marlène, finalement, vous, chez Saint-Astier, vous travaillez à plus de 90% pour le bâti ancien. Vous faites peut-être même pas peut-être un peu de neuf quand même, un peu, mais comment ça se répartit votre marché? Notre marché, nous, on est connu et reconnu pour être dans la restauration du patrimoine bâti et la rénovation. Donc, effectivement, c'est quand même, je vais dire, 80% de notre chiffre d'affaires et de nos volumes qui partent sur de la réhabilitation du patrimoine bâti, donc du bâtiment historique classé, les monuments historiques. Donc, nous sommes forcément en contact avec nos architectes des bâtiments de France, avec qui nous collaborons étroitement. On va aussi rénover le patrimoine vernaculaire, le lavoir du petit village, du cœur historique du petit village. Et puis, la régionalité est très forte, Normandie, Grand Est, le Rhône-Alpes, le Sud-Ouest aussi. On a quand même le bâtiment regorge de tout un tas de spécificités. Et on va rénover des maisons en pierre, en pisé, en briques, etc. Donc on est vraiment positionné sur la rénovation et la restauration. Ouais, là, vous êtes vraiment dans le cœur, ultra-cœur du sujet. Vous êtes quasiment à toutes les étapes. Rémi, toi qui es prof, qui est formateur, qui donne des petits cours de maçonnerie, tu leur apprends un peu aux guns à bosser un peu avec de la chaux? Oui, alors ils sont confrontés quand ils sont sur les chantiers, parce qu'ils sont salariés, donc ils font une alternance. Ils sont confrontés à faire des chantiers de neuf et également de rénovation. Mais toi, tu leur fais faire un peu au milieu de la carrée, là-bas, tu leur dis « poussez-moi les parpaings », t'amènes une poignée de pierre et puis tu dis « montez-moi ça à la chaux ». Oui. Ouais. Bien sûr, ouais. Ils doivent y adorer ça, non? Alors oui, ils aiment bien parce que ça change des parpaings, ça change de la brique traditionnelle. Donc monter de la pierre, c'est intéressant. Ouais. Ça change du ciment aussi. Oui. Mettre un peu de la chaux, parce que la chaux a quand même beaucoup d'autres propriétés qui sont non négligeables. Oui, c'est beaucoup plus plastique. Alors c'est moins résistant, c'est beaucoup plus perméable à l'air. Donc oui, il y a des qualités. Oui. Puis ça va mieux à travailler. Voilà. Et puis surtout, c'est très adapté là où les autres enduits ne le sont pas. Parce que passer un temps, on voyait nos amis maçons que je salue, mais je dois quand même vous tirer les oreilles. Quand on passait dans les fermes bressanes ou dans les fermes de lin qui avaient 500 ans en pisait et que les gars ils faisaient les façades au ciment,
et qu'au bout d'un moment, ça souffle et que tu as des bouts de 2,50 m qui tombent sur la mamie qui promène son chien le week-end, c'est quand même pas terrible. Donc là, faut mettre de la chaux. Tout à fait, oui. Et là, justement, ça m'amène une dernière peut-être question pour Marlène, avant de la libérer, parce que c'est son anniversaire, elle a un planning de fou. Oui, j'ai un planning très chargé. Elle va bouffer 10 gâteaux dans la journée. Les bougies, surtout. C'est la base. Ah, tu as bougé ? Ah non, les bougies. Les bougies, oui, il faut bien que je souffle mes bougies quand même aujourd'hui. Ah bah oui, c'est sûr. Qu'est-ce que je voulais te dire ? Est-ce que pour tous les maçons qui nous écoutent, Marlène, est-ce que vous proposez des formations ? Par exemple, le bichon qui nous écoute, qui se dit, tiens, Saint-Astier, bon, faut que je m'y intéresse, mais bon, il me manque un peu de technique. Est-ce qu'il peut vous appeler, parce qu'on va afficher bien sûr vos coordonnées dans les notes de l'émission, est-ce qu'il peut vous appeler et puis vous occupez de lui ? Oui, bien sûr. Alors, nous, on a un centre de formation, on est centre de formation professionnelle depuis 2018, certifié Calliope, où on va dispenser effectivement différents types de sessions, que ce soit pour la partie enduit et badigeon, mortier de réparation de pierre, les solutions biosourcées, le chaux et le chanvre, sur lesquels on a une forte expertise et une forte expérience aujourd'hui. Voilà, par exemple, les badigeons en intérieur également, en décoration intérieure. Donc voilà, on propose tout un tas de formations adaptées. Et également, au centre de formation, au CFA, par exemple, dont je pense, on est aussi à même de pouvoir, en partenariat avec les professeurs, d'intervenir et puis de faire des petites formations dédiées aussi pour ces jeunes qui vont progressivement rentrer sur le marché du travail et devenir des partenaires. Donc, il faut qu'ils connaissent et on peut travailler certains sujets spécifiques avec eux. Saint-Astier, combien d'années ça a ? 111 ans cette année. 111 ans cette année, punaise, dis donc. Et puis j'adore, moi, quand on y va, il y a tout le village. C'est vraiment... Bon, Marlène, comme d'habitude, t'es rayonnante. Ça nous fait toujours très plaisir de te voir. Et on est en train de... C'est un petit teaser que je te dis entre nous. On est actuellement en train de finir de monter quelques images dont j'imagine tu connais l'origine. Je peux te dire que c'est enrichissant, marrant et que tu vas adorer ça. Eh bien, écoutez, j'ai hâte de voir ça, en tout cas. Ouais. J'ai hâte de voir ça. Eh ben, tu vas voir, ça va être fabuleux et ce sera bientôt à découvrir, bien sûr, sur Bichon TV. On te libère, Marlène, on mettra tous les... Merci à tous. Parlez bien bâti ancien et puis j'espère vous revoir à bientôt. Salut les bichons. Eh ben, salut Marlène, allez, à plus, bye. Et puis, passe le bonjour à tout le monde. Marlène, on l'aime toujours bien parce qu'elle est toujours rayonnante, souriante. Et là, bon, tu la vois derrière une webcam, mais quand on y va, putain, c'est folklore. Alors, puis, il y a un show qui va avec parce que tu arrives déjà dans le sud-ouest. Ouais. Donc, déjà, les mecs, ils déconnent pas, tu vois ce que je veux dire. Tu bouffes pas des nuggets à midi, tu vois. Ça n'existe pas, tu vois ce que je veux dire. Je te parle même pas des flocons d'avoine. Ouais, on a des dossiers. Mais... donc, si tu veux, c'est gorgé de patrimoine et c'est des amoureux. On va avec Marlène, quand on va filmer, on se déplace, on emmène des caméras. Elle n'a pas fait aussi des plans drone à l'intérieur ? Ah si, on a fait voler un drone FPV à 150 km/h au milieu des trucs. Je t'explique pas. Et du coup, on emmène des caméras et... Tu sais, des fois, tu as des entreprises où tu as le côté un peu corpo, le mec, il te fait visiter. Mais là, tu sens qu'il n'y a pas que de la visite. Tu vois, tu sens que les gars, ils sont investis. Ça fait 20 ans qu'ils bossent là-dedans. Ils ont envie, ils sont contents. Ils partagent le truc, quoi. Ouais, ils vivent le truc. On a eu la chance de faire des essais, d'essayer des choses. La dernière fois qu'on y a été, ils formulaient des nouveaux enduits. Donc, on a eu la chance, si tu veux, ils nous ont filé les taloches, les truelles. Ouais. Bon, alors là, toi, t'aurais peut-être certainement pu nous donner un cours, parce que j'en ai mis un peu par terre, j'avoue. Mais je veux dire, tu vois, avec le... Et tu jettes. C'est génial, parce qu'ils te disent, là, on a essayé de projeter l'enduit sur de la paille, là, on a essayé sur de la terre. Là, tu sais, ils font tous les essais, les reformulations. Ouais. Non, ils sont super. Ouais, moi, je les adore. C'est pro. Ils sont sympas et vraiment, travailler avec eux, ça fait partie des partenaires, c'est très agréable. C'est humain, quoi. Donc bon, maintenant que j'ai jeté des fleurs pendant une demi-heure, c'est normal, c'était son anniversaire. Ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne avec une petite gazette. Donc, générique de la gazette. L'actualité du bâtiment, sélectionnée pour vous, c'est dans la gazette des bichons.
Alors, bien sûr, dans cette nouvelle gazette, comme à chaque fois, on va déjà commencer par faire un petit retour sur les derniers sondages. Alors, comme vous le savez, bien sûr, les bichons, à chaque émission sur nos réseaux sociaux, on vous pose des questions. Et vu qu'on a une grande communauté qui est quand même très intéressée et très investie par ces sujets, on leur demande leur avis parce qu'on estime que leur avis est assez représentatif de la filière. Donc, on avait posé la dernière fois des questions qui concernaient les Jeux Olympiques. On avait demandé en première question, est-ce que vous connaissez une TPE qui a participé aux travaux des JO de Paris 2024 ? 13% ont répondu oui et 87% ont répondu non. On avait ensuite demandé, parce qu'on aime bien des fois titiller un peu tu sais, avec un bâton, tu sais, c'est comme quand tu jetais un peu un pavé dans la mare. On avait demandé, est-ce que vous pensez que les investissements de 780 millions d'euros ont réellement aidé les très petites entreprises et les PME du secteur du bâtiment ? Et vous avez été 88% à nous répondre non. Donc l'appel est lancé. Si pendant cette émission, quelqu'un écoute cette émission et est, par exemple, dans un ministère ou quoi que ce soit, ou en tout cas a une position qui peut permettre de nous contredire sur le plateau en disant « Eh bien non, je vous amène des chiffres qui prouvent que on est preneur. » Et ensuite, comme d'habitude, on a toujours quand même posé des questions. Ce sont des questions assez ouvertes. On avait dit « Êtes-vous plutôt pour ou contre la réalisation de ces JO en France ?» Et comme à chaque fois, on demande à nos interlocuteurs, à nos bichons, de détailler un petit peu leurs réponses. On a donc Paulin Guerre qui nous a dit qu'il était pour, puisque une partie profitera au tissu économique. On a Chocho Boy 72. Tu sais, c'est les mecs des clubs, ça. Qui disait qu'il était pour, puisque cela va mettre la France en lumière dans le monde entier. Ensuite, on a Rob In 15 qui nous disait qu'il était contre, puisque la conjoncture actuelle, selon lui, ne permet pas à la France de pouvoir recevoir les Jeux Olympiques. Tout est très subjectif, bien sûr. Et ensuite, on a Keru Manu qui disait contre, c'est un gouffre financier. Comme d'habitude, nous, on n'est ni pour ni contre, puisque dans cette émission, on est un peu comme la Suisse. On aime la fondue savoyarde. C'est ça. Et là, là-bas, ils font des fondues qui s'appellent la moitié-moitié. C'est très, très bon. C'est moitié fondue savoyarde et moitié fondue suisse. Bon, tout le monde s'en tape. Enfin, c'était la parenthèse. Le prochain sondage aussi. Oui, voilà. Et tout ça pour dire qu'on vous laissera dans les commentaires, bien évidemment, débattre de ces sujets. La Gazette du jour, eh bien, on avait envie de parler un peu de chauffage. On a regardé un petit peu les actualités, etc. On se caille un peu. Je sais pas trop chez vous quel temps il fait, mais nous, t'as vu, on a eu un peu de neige. Vous avez un peu de neige là-bas ? Un petit peu, ouais. Vers Roanne. C'est à quelle hauteur là-bas, vers vous ? C'est à 350. Ah, comme chez nous. Ouais. Quoi. Et puis Lyon, il y a un peu de neige ou pas trop ? On a eu quelques flocons, mais ça tient pas. Ça tient pas, c'est pas terrible. Et toi, Anto, là-bas Ouais, moi, j'ai eu. Toi, t'as eu, t'es à quelle altitude un peu plus haut, toi ? Un peu, t'es au-dessus, après Saint-Étienne, toi ? Après Saint-Étienne, mais un village qui est quasi en... Un village un montagne, peu... Et t'en as encore actuellement ? Oui. Ah, bien, dis donc, bah ça, c'est une bonne nouvelle pour toi. Enfin, si t'aimes la neige, parce que sinon, ça doit être un peu chiant. Marquez-nous d'ailleurs dans les commentaires si vous avez de la neige chez vous. Si vous aimez la neige. Et si vous aimez la neige. Donc, ce contenu, c'était un contenu qui concernait le chauffage, puisque on a trouvé quelques articles et on s'est rendu compte que pendant des années, ça a été le boom des convecteurs électriques. On appelait ça les grille-pains. Toutes les installations de maisons individuelles se chauffaient avec ça. Après, on a eu ce qu'on a appelé le boom des multi-énergies, donc un peu de chaudière fuel, un peu. On a vu arriver les chauffages centrales, etc. Mais en termes de producteurs d'énergie, c'était très varié. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, eh bien, c'est que la pompe à chaleur est en train d'arriver et d'écraser complètement le marché, puisqu'elle représente ces derniers temps-là 78% de toutes les installations confondues. Alors, on ne parle pas
des diffuseurs de chaleur, donc on ne parle pas de radiateur ou de plancher chauffant, mais on parle bien du producteur. Donc producteur, ça peut être, petit rappel, soit un poêle à granulés, une chaudière à granulés, une chaudière bois, du gaz, une chaudière gaz, du fuel, même si maintenant ça a tendance à s'arrêter. Et ça peut aussi être une pompe à chaleur. Le principe de la pompe à chaleur, je pense que tout le monde le connaît, c'est un compresseur un petit peu plus élaboré qu'un compresseur de frigo, qui par compression-dépression d'un gaz, compression-détente d'un gaz, va transformer des calories qu'il va puiser dans l'air en chaleur ou en fraîcheur. Et donc, c'est intéressant parce que cette compression et détente de gaz a ce qu'on appelle un COP, un coefficient de performance, qui peut aller sur certaines pompes à chaleur jusqu'à 7 ou 8. Ça veut dire qu'à chaque fois que la pompe à chaleur consomme 1000 watts, par exemple, elle est capable de restituer 7000. Donc, le calcul est vite fait. Ça veut dire que comparé à une installation électrique standard, c'est 7 fois moins cher. Donc, il faut rappeler qu'en fait, un convecteur, c'est un ratio de 1. C'est un ratio ça de va consommer 1000 watts et restituer 1000 watts de chaleur. Voilà. Et c'est très important de faire ce rappel, Anthony, puisque peu importe le convecteur, on a tendance de voir dans les foires ou dans les salons, nouveau radiateur électrique à pierre de lave, lunaire, substitut de météorite et vitre design. Bain d'huile d'olive. Bain d'huile d'olive. C'est pas mal. Bain d'huile d'olive, bruschetta, saveur, carbo, tout ce que tu veux. Et peu importe le radiateur que c'est, si c'est un radiateur de 1000 watts, quand tu l'allumes, il te prend 1000 watts. Voilà. Ce qui va changer éventuellement, c'est l'inertie. Mais pour 1000 watts consommés, ce sera 1000 watts de chaleur. On est bien d'accord. Donc, pour ça, la pompe à chaleur a un vrai avantage. À tel point que ça fait presque quand même un petit peu peur aux autres énergies, puisque cette progression, elle se fait au détriment de toutes les autres énergies qui sont complètement en régression. Alors, pour diverses raisons, le fuel, c'est très polluant et c'est vraiment quelque chose dont le gouvernement a envie de se débarrasser depuis plusieurs années. Donc ça, c'est sûr et certain que ça va s'arrêter complètement. Le gaz, avec tout ce qui s'est passé aussi dernièrement, et peut-être une envie ou un besoin d'être un peu plus autonome, on va dire stratégiquement. Le gaz, on sait que ça va continuer dans certains endroits, puisqu'on ne pourra pas le remplacer comme ça, mais c'est quand même en recul par rapport aux autres années. Et on peut plus le faire en construction neuve aussi. Et on peut plus le faire, voilà. Et donc, ils estiment que la production de pompes à chaleur en France devrait tripler d'ici 2027, atteignant près d'1 million d'unités par an. Alors ça, la bonne nouvelle, c'est que ça fait les choux gras des entreprises et des fabricants français, comme par exemple, on pense à nos amis de chez Atlantique, qui eux sont carrément en train de faire des extensions de bâtiments de plus de 5000 m² pour pouvoir restocker ça. Alors ça, c'est plutôt bien parce que ça va créer de l'emploi. Après, moi, c'est un ancien chauffagiste qui vous parle. J'aurais tendance à dire... Attention à tous ces effets de mode et d'Eldorado. En plus, on a eu un peu une artificialisation du marché. On en a parlé ces dernières émissions liées aux primes, à la mise en place de primes, etc., qui boostaient un petit peu ce marché. Et donc, je continue à dire attention. L'énergie qui est impeccable pour votre voisin ne sera peut-être pas du tout impeccable pour votre maison et votre style de vie. Donc, pour moi, il est très important à chaque fois que vous avez des projets de chauffage de ne pas tout prendre pour argent comptant et de faire réaliser par des professionnels de vraies études. Parce qu'on va peut-être se rendre compte que chez vous, ce qu'il faut, c'est pas une pompe à chaleur, c'est autre chose. Et ces autres choses fonctionnent encore très bien. Petite question, du coup, ça m'a une petite question. Lorena, par exemple, chez toi, tu chauffes avec quoi ? Alors moi, je suis locataire d'un appartement à Lyon et pour le coup, c'est au gaz. D'accord. Tu as une petite chaudière gaz ou c'est du collectif ? C'est une petite chaudière gaz. D'accord. Individuel, Individuel, petit contrat d'entretien, etc. C'est ça, exactement. Très bien. Anto, tu chauffes comment, toi ? Là, pour l'instant, je suis en transition, mais j'ai un projet de construction neuve et cette question-là s'est posée. Mais après, il y a le côté altitude. On a parlé du COP, mais le COP va chuter en fonction de la température extérieure. Oui, d'accord. Donc, il y a plein de choses à analyser. C'est plus compliqué que ça. Ouais, voilà. En fait, c'est ça. Il y a plein de choses à voir. D'ailleurs, je pense que ça pourrait faire largement un bon sujet d'émission de pouvoir. Je dirais même largement un sujet de 10 émissions. Ouais, carrément, ouais. Masterclass. Pour tout ça. Mais du coup, je suis en train de voir
plein de petites choses aussi. Il y a des côtés qui m'intéressent sur du poêle, mais ça peut être du poêle bouilleur qui permet de faire de l'eau chaude sanitaire, du solaire, faire un petit peu du multi. Il y a plein de pistes. Je pense que tu es typiquement le parfait exemple de ce que je viens de dire avant, c'est-à-dire, encore une fois, n'allons pas tête baissée dans une solution alors que plusieurs petites choses peuvent être mises en place et être tout aussi efficaces. C'est ça. Ça mérite réflexion. Exactement. Rémi, j'imagine que tu as une petite maison qui doit être bien construite d'ailleurs. J'espère pour toi, sinon c'est la honte. Vaut mieux. Partout. Bien rénové, c'est une vieille maison. Bien rénové. Du coup, impeccable pour parler aussi du bâti ancien. Tu as connu ça. Quel âge a ta maison? Elle est des années 70. D'accord. Ouais. Et des années 70, c'est très très dur à rénover ce genre de maison parce que dans le temps, les économies d'énergie et puis le fuel était pas cher, donc la priorité n'était pas dans la qualité constructive. Mais donc tu l'as rénové, tu chauffes comment aujourd'hui? Alors j'ai 2 chauffages. J'ai chauffage principal, chaudière à condensation. D'accord. Gaz. Voilà. Et puis après un poêle à bois. Un poêle à bois. Poêle à bois, ça va bien. Moi, j'aime bien. Nous, on a aussi plusieurs moyens de chauffage, mais on a toujours quand même un petit poêle à granulés. Alors là, nous, on a mis un poêle à granulés parce qu'on a 4 filles. D'accord, ouais. Comme tout le monde sait. Et donc, si tu veux, c'est plus facile quand on n'est pas là qu'elles appuient sur un bouton plutôt qu'elles aillent chercher 2 stères au fond du jardin. Voilà. Donc, on a choisi le côté pratique, mais je pense que quand ce poêle sera en fin de vie, c'est déjà quasi décidé. J'espère que Carole ne m'entendra pas, mais normalement, j'ai réussi à négocier. Je pense que sera remplacé par un fourneau bouilleur. Parce qu'en plus, je suis un gros cuisinier, j'adore. Ouais. Et donc, joindre l'utile à l'agréable de se chauffer. Et puis j'aime ce côté... la petite bouillotte au coin du feu que tu peux tirer au milieu. Qui siffle quand c'est chaud. Voilà, c'est génial et j'aime beaucoup ça. Donc voilà, mais il y a ce côté aussi agréable de la flamme. Oui. Quand tu rentres, tu vois cette flamme, tu te fais une petite raclette, il neige dehors. C'est chaleureux. C'est vrai que Lorena, quand ça neige à Lyon, il y a moins de charme si t'es avec ton plaid à côté de ta chaudière. Clairement. Comment tu fais du coup? Tu mets des petites bougies, tu crées une ambiance? Non, je m'habitue, c'est Lyon. D'accord, ok. Il y a moins de charme, forcément. Ça n'a pas le même charme. Bon, tout ça pour dire que ça, c'était la première question. Et puis ensuite, je sais pas, vous en pensez quoi sur cet avis de généralisation de pompe à chaleur? Vous y trouvez bien? Pensez que c'est un effet de mode? C'est bien, après, c'est le tout. En fait, on a fait un tout convecteur parce qu'il y avait aussi l'énergie qui était abondante et pas chère. Là, on a une augmentation de l'élec. Donc, on a un COP qui nous permet de limiter la casse par rapport à ça. Mais il faut se dire que c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus complexe en système de chauffage. Il y a aussi des cartes électroniques, il y a plein de choses. J'avais pu lire qu'il y a une partie qui est produite dans les pays d'Asie. En fait, c'est un assemblage qu'on va faire en France. Donc, il faut faire gaffe aussi à ne pas être trop dépendant et de pouvoir entretenir, réparer et faire vivre les systèmes plus localement, en fait. Et oui, et puis c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui à tout passer électrique. Alors, c'est fabuleux parce que l'ancienneté, l'antériorité de notre beau pays, de la France, est absolument centrée et très compétente d'un point de vue de production d'électricité. Et ça, c'est une fierté qu'on doit avoir. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Mais on se dit toujours, les pompes à chaleur, si demain il n'y a plus que ça, avec les voitures électriques, avec tout ça, tu as vu maintenant, tu prends l'autoroute, tu as 10 superchargeurs à chaque aire d'autoroute. Tu dis, c'est 200 kW le chargeur, il y en a 10, tu te dis, mais comment ils vont Moi, je dis ça parce que des fois, quand il y a le grille-pain en même temps que le lave-vaisselle, ça disjoncte. Alors, comment ça se passe? T'en penses quoi, toi, ça, Rémi? Oui, j'en pense qu'il faut faire attention de ne pas être trop dépendant de l'électricité. Et puis, c'est un peu de la... Enfin, pour moi, on peut se diriger vers de la surconsommation. C'est-à-dire que même si on a un système de chauffage qui marche bien, on se fait démarcher par téléphone, par une entreprise et tout, un commercial. Et oui, est-ce que vous voulez nouveaux produits et tout? Et on peut rentrer dans le jeu ou pas, mais même si on n'en a pas besoin, quoi. Donc, voilà, faire attention. Il peut y avoir un effet de mode aussi. Il peut y avoir un effet de mode. L'effet du dernier produit. On n'a pas forcément non plus un recul de nombreuses années par rapport au produit, donc à nuancer, je trouve. Ouais. Moi, il y a un truc, finalement, et je pense que ça va rejoindre aussi par rapport au sujet d'aujourd'hui, l'isolation.
Et le bon sens paysan et le bon sens de l'époque. Ils orientaient leur maison. Alors, ils avaient moins de surface vitrée aussi, mais clairement, la partie vie orientée au sud. S'il y avait une partie avec des animaux sur des fermes, elle était moins bien exposée. Et tout ça, en fait, permet de s'économiser du chauffage aussi. Donc, il y a quelque chose à faire de ce côté-là, je pense. Ça, c'est sûr et certain. Et pour ne pas tomber dans le côté, cette émission est sponsorisée par le ministère, mais je pense que c'est très, très, très... Le ministère de la magie, ça fait un peu Harry Potter. Hein. Oculus. Non, ça marche pas. Donc, pour ne pas tomber dans ce cliché, c'est vrai que malgré tout, on doit dire qu'ils avaient trouvé une formule qui était quand même exceptionnelle. La meilleure énergie, c'est celle qu'on consomme pas. Hein. Oui. Et ça, c'est vrai que j'invite vraiment à tout le monde, comme disait tout à l'heure Rémi, avant de vous jeter à corps perdu dans le remplacement de vos systèmes de chauffage, commencez déjà à réfléchir à la base. Et la base, c'est l'isolation, les fenêtres, etc. C'est ça. On a fait le tour. Le prochain sondage, les bichons, auquel on va vous demander de nous répondre avec ferveur, passion et engouement, eh bien, va porter, bien sûr, sur ce thème. Donc, la première question, ce sera: quel est votre système de chauffage actuel? Donc, on va vous demander de choisir entre convecteur, pompe à chaleur, fioul, bois, gaz, granulé. Parce que ça nous intéresse de se dire, tiens, dans la communauté, il y a plutôt ci, plutôt ça. Envisagez-vous de passer à un système de pompe à chaleur? Question numéro 2. Et ensuite, la question toujours qu'on vous demandera d'étayer: pour ou contre la généralisation des pompes à chaleur comme mode de chauffage? Et donc, pourquoi? On va donc passer tout de suite à la rubrique principale de notre émission, Parlons Pro. Parlons peu. Parlons pro. Parlons Pro aujourd'hui, nouvelle session, nouvelle émission. Le thème principal, le bâti ancien et la réglementation, les autorisations, etc. qui sont liées autour de ce bâti ancien. Avec moi autour de la table pour parler de tout ça, Anthony, comment vas-tu, mon Anto, comme d'habitude, fidèle au poste? Exactement. Exactement. Tout va bien. Tout va bien? Tout T'as va pas bien. mangé trop de bonbons, trop de trucs en coulisses, non? Non, moins que toi en tout cas. Non, tout de suite tu balances la gomme. En face de toi, elle nous vient de Lyon, rayonnante. Lorena, comment vas-tu? Très bien. Très bien, t'as fait bonne route, tout, c'est parfait. J'ai fait bonne route, j'ai pris mon train, tout très bien. Très bien, t'es prête à en découdre avec le sujet du jour? Je suis là pour ça. Très bien, à ta droite, un spécialiste pour mettre les mains, j'allais dire dans le cambouis, mais c'est plutôt dans le béton. Rémi Fusaro, comment vas-tu? Très bien, Laurent, merci. Eh bien, justement, pendant que j'étais autour de la table, est-ce que tu peux te présenter succinctement pour tous les gens qui nous connaissent? Eh bien, Rémi Fusaro, je suis formateur dans un CFA BTP. C'est un regroupement de 11 CFA dans la région Aura. Et voilà, je forme des apprentis en alternance au métier de maçon, en CAP et en brevet professionnel. Région Aura, Auvergne-Rhône-Alpes, hein, on précise quand même, parce que c'est une émission, tu sais, qu'on est écouté dans 220 pays. Ouais. On a regardé et il y a quelques années, on avait même eu une personne, un bichon, c'était incroyable, faudrait qu'on essaye d'y retrouver, un bichon scientifique qui nous avait envoyé une photo, il écoutait nos podcasts à la station scientifique du Groenland. Ah ouais. Donc tu sais, il y a un truc posé au milieu de la glace qui appartient aux Français, où ils font des carottes, ils trouvent des mammouths, enfin bon, j'en sais rien. Et ils sont 20 gars, à travers il y a un ou deux Français, le gars c'était un bichon. Donc, mais il sait peut-être ce que ça veut dire la région Aura, mais enfin je précise quand même. Oui. D'accord, très bien. Lorena Bellemain, pour tous les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter et puis nous expliquer aussi ton activité, ton service et puis de quoi vous dépendez? Très bien, donc Lorena Bellemain, je suis technicienne des bâtiments de France. Je vais essayer d'expliquer ça un petit peu plus simplement parce que je pense que pour beaucoup, la notion de bâtiment de France, DRAC, monument historique, c'est un petit peu complexe. Je dépends d'un service qui s'appelle la DRAC, donc c'est la Direction régionale des affaires culturelles. Ce sont tout simplement des services déconcentrés du ministère de la Culture. Donc en Auvergne-Rhône-Alpes, l'antenne, c'est à Lyon. Il y a également une antenne à Clermont-Ferrand. Donc la DRAC a principalement pour mission de protéger le patrimoine, qu'il soit architectural, paysager, promouvoir aussi l'architecture contemporaine, mais également d'y participer à la diffusion artistique et culturelle, l'éducation artistique.
On a plusieurs pôles dans des DRAC, et notamment le pôle architecture et patrimoine. Dans ce pôle architecture et patrimoine, vous allez pouvoir retrouver les unités départementales de l'architecture et du patrimoine, les UDAP, plus communément les bâtiments de France. Ah non, mais on est en France, tout complexe. est simple. Hein. Beaucoup d'acronymes, c'est pour ça que c'est un petit peu complexe. Les unités départementales d'architecture et du patrimoine, on en trouve dans chaque département. Moi, je travaille dans celle de la Loire, aujourd'hui. Et plus communément, on appelle ça les bâtiments de France parce que la personne qui dirige une unité départementale de l'architecture et du patrimoine, c'est un architecte des bâtiments de France. Okay. Les UDAP, aujourd'hui, notre rôle, c'est de contrôler les autorisations d'urbanisme en secteurs protégés. Les secteurs protégés, on peut en avoir plusieurs. C'est principalement autour des monuments historiques. Autour du monument historique, on a un périmètre de 500 mètres qui s'applique autour, en fonction de ce qu'on appelle du principe de covisibilité, c'est-à-dire que si on voit le monument d'un point A ou d'un point B, on va avoir un avis qui est obligatoire des bâtiments de France, de l'architecte. Sinon, ça va être un avis qui est consultatif. Okay. Après, vous allez pouvoir retrouver un secteur protégé, ce qu'on appelle les sites patrimoniaux remarquables. Ce sont des secteurs où il y a un règlement qui est établi avec un secteur qui est défini. Donc là, l'avis est obligatoire et nous, on est obligés de respecter ce règlement. Après, vous allez pouvoir retrouver aussi en fonction des départements les sites inscrits, les sites classés. Dans la Loire, on a le Pilat, par exemple. Moi, je m'occupe des Gorges de la Loire aussi. Et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà énorme. Et puis aussi un rôle conseil auprès des usagers. Par exemple, dans la Loire, on n'a pas de CAUE. Donc, on essaye de... Il faut que tu nous expliques, parce que ça, tout le monde s'est mis à saigner du nez instantanément. C'est un centre d'architecture et d'interprétation qui, normalement, il y en a dans quasiment tous les départements. C'est la fonction des usagers qui ont des questions, j'ai des travaux à faire. Dans la Loire, il n'y en a pas. Donc, on s'adresse principalement à nous. D'accord. Donc, ça fait beaucoup de boulot, mais c'est hyper intéressant parce que le but aujourd'hui de ce qu'on fait, c'est aussi de préserver l'architecture, de préserver l'environnement, mais aussi de s'allier aussi avec les enjeux actuellement des énergies renouvelables. Donc, c'est assez dynamique et c'est hyper challengeant au quotidien parce que aussi, c'est pas facile de redonner un petit peu une image. On a un peu tendance à être, comme on dit, une banque à prescrire des avis et à dire non, les bâtiments de France, vous n'êtes jamais d'accord, mais justement, il y a une raison aussi derrière tout ça. Et oui, mais votre boulot, c'est de promouvoir et de faire rayonner le patrimoine culturel français. Donc, vous ne pouvez pas être d'accord, surtout quand Janine, elle veut des volets violets. Hein. C'est ce que j'essaye de faire comprendre aussi. C'est quand on va dans un petit village ou une ville et au final, tout est assez uniforme. Et c'est ce qui fait qu'on va dire « Ah, c'est joli quand on se balade ici. » Ouais, c'est typique. Alors que quand on a des endroits où c'est un peu fait au bon vouloir de chacun, c'est vrai que ça n'a pas le même charme. Ce que je voudrais maintenant, bien sûr, c'est qu'on revienne sur ce que tu viens de nous dire. C'est-à-dire que tu dépends d'un service qui lui-même est composé de plein d'autres services et ensemble, je vulgarise, hein, vous m'en voudrez pas, et ensemble, tu contribues au développement et à la valorisation du patrimoine culturel, matériel, immatériel, etc. Est-ce que j'ai bien résumé ? C'est ça. Alors, la première question que je vais vous poser dans ce Parlons Pro, comment définissez-vous un bâtiment ancien ? De quoi est-ce qu'il est différent des constructions modernes ? C'est-à-dire que quelle est la limite ? Est-ce qu'il y a une limite qui a été définie matérielle ou par rapport aux âges ? Une classification, on dit, à partir de tant d'années, on dit que c'est du bâti ancien. Qui s'y colle ? Rémi Fusaro. Moi, je dirais que le bâti ancien, c'est jusqu'à les années 20-30. Après, il y a eu les constructions modernes, avec le ciment. Les constructions anciennes, le bâti ancien, c'est tout ce qui est avec les matériaux qui sont issus de l'environnement proche, quoi. Voilà, donc les pierres, la terre crue, voilà. Et quand on arrive sur un chantier et puis qu'on voit une maison, même si elle est des années 70, comme on parlait tout à l'heure, elle est construite avec du ciment, donc là c'est du moderne, donc l'enduit ne sera pas le même, la respirabilité ne sera pas la même de la maison. Dès les années 75, il y a eu les premières RT. Donc là, il fallait faire attention à tout ce qui est économie d'énergie, donc toutes les réglementations thermiques. Donc pour toi, la définition claire et simple du bâti ancien,
Selon toi, on demandera à la spécialiste après, on verra si elle te met une note ou pas. Mais selon toi, c'est la transition, on va dire, sur une échelle de temps, c'est la transition à partir du moment où les maisons ont été construites avec le matériel local sur place, où ça a commencé à s'industrialiser. D'ailleurs, par exemple, moi, ça se voit parfaitement. Les murs autour de chez moi sont en pisé parce que quand ils ont fait la maison, ils ont décaissé des centaines de mètres cubes de pisé et au lieu d'évacuer, ils en ont fait des murs de clôture. Ouais. Et puis ensuite, la maison, vu qu'on est à côté de Saint-Étienne, elle a été montée avec 1 mètre par 1 mètre de galets croisés dans un sens, croisés dans un autre pour les fondations. Donc là, quand on a fait les carottages pour sortir la flotte, on a chialé du sang. Ouais. Si tu veux apprendre à bosser un apprenti, c'est impeccable. Et au-dessus, c'est du mâche-fer. Parce qu'on est dans une région minière et le mâche-fer, c'est un résidu de l'extraction du charbon. Et donc, c'est vraiment local. Tout à fait. D'accord. Et donc, toi, tu estimes que quand on commence à voir des maisons en béton ou en matériaux modernes, on ne peut plus appeler ça du bâti ancien. Est-ce que tu es d'accord avec cette définition, Lorena ? Alors oui, juste ça, nous, on a défini plus ou moins une date à peu près pour nous aider, en tout cas dans l'instruction de nos avis, à considérer qu'est-ce que bâti ancien et qu'est-ce que bâti moderne. Et on a considéré que tout ce qui était avant 1948, on considérait ça comme du bâti ancien. Et après, bâti plus moderne. Mais ça va aussi de biais avec l'industrialisation, l'apparition du ciment et du l'après-guerre, quoi. La Voilà. réindustrialisation Voilà. après-guerre, tout était cassé. Maintenant, on pouvait plus se contenter de faire une baraque en un an et Avec une demi. reconstruction de masse, c'est un besoin de rapidité aussi par la suite. Et après, je te rejoins exactement dans le principe aussi où on construit dans le bâti ancien avec des matériaux locaux, pierre, bois, pisé, mâche-fer, briques, selon les régions, quoi. Est-ce que vous pensez, vous deux, que si on avait eu... Bon, on ne peut pas revenir en arrière, mais c'est une expérience de pensée. Si on avait eu la chance de ne pas avoir cette Deuxième Guerre mondiale, est-ce que vous pensez qu'on utiliserait toutes ces techniques aujourd'hui ? Je pense que ça aurait fait que repousser, mais on y arrive dans tous les cas. Ouais. On a les contraintes économiques et aussi au niveau du temps, comme tu disais tout à l'heure. Voilà, on veut aller vite, on veut que ce soit rapide. Les maisons d'avant, on mettait pas le même temps que maintenant pour les faire. Oui. Voilà, on prenait plus le temps. On n'a peut-être pas les mêmes besoins et d'un autre côté, on est toujours en train de raconter dans toutes nos émissions qu'une maison, c'est fait pour durer une vie. Oui, je pense vraiment que c'est lié à l'industrialisation, que ce sera arrivé guerre pas guerre. Et en fait, c'est tout lié. On va faire un peu de Janko, Jancovici pour ceux qui connaissent. Ça va être tout lié à l'avènement du pétrole aussi. L'apparition des énergies fossiles, quoi. Exactement. On faisait du local. On prenait ce qu'on avait pour pouvoir faire du bâti ancien. On est passé au ciment. Mais pourquoi ? Pour pouvoir en produire, il faut extrêmement chauffer tout ça. Grâce à quoi ? À l'énergie qui est donnée par le pétrole, l'industrialisation. Et en fait, ça a permis à chaque fois de se dire ok, on va standardiser, on va faire des blocs, ce sera plus simple à assembler. Et comment on va pouvoir faire avec les mises en œuvre, les différentes colles, les mortiers, les choses comme ça. Et on est allé toujours dans la simplification et le fait que la mise en œuvre soit de plus en plus rapide. Et tout ça, ça a tendu à s'accélérer. Ça pourrait peut-être être un point d'ailleurs très, très, très intéressant. Là, je m'adresse à Rémi. Ouais. Peut-être de rechercher aussi dans les annales d'enseignement. Est-ce qu'on a vu vraiment l'évolution de l'apprentissage des métiers à peu près à la même période ? Tu vois ce que je veux dire ? Parce que maçon de l'époque, moi, je serais curieux de voir un programme de maçonnerie pendant la guerre ou juste avant-guerre et un programme de maçonnerie des années 50. Parce que ça peut vouloir dire qu'en très peu de temps, moins de 10 ans, si ça se trouve, il y a une refonte extrême. Oui. Ça, ce serait intéressant. Peut-être que tu t'y intéresses puis que tu reviennes nous en parler. Oui, ce serait une bonne idée. Mais il faut pouvoir retrouver justement des vieux documents. Tu vas pouvoir retrouver des archives de diplômes, des archives de choses comme ça. Ça doit se faire, ça. Oui, ça doit se faire. Faut que je regarde. Faut que tu regardes. L'époque devait être dingue. Parce qu'il y en a qui devaient continuer en traditionnel, et puis t'avais un mec à côté de toi qui disait moi je fais en bloc préfa, ça coûte 2 fois moins cher, et je vais aller 6 fois plus vite. L'autre va dire c'est de la merde, comme aujourd'hui. C'est vrai, ça devait être révolutionnaire. On a défini ce qu'était un bâtiment ancien.
ensemble. Donc, la définition de Rémi était très bonne, mais elle était plus basée sur le bon sens paysan, et on te l'accorde. Et on va dire plus dans un cadre réglementaire, la définition de Lorena qui nous dit que tout ce qui est avant 48, c'est de l'ancien. Ma question est suivante. Quelle est la mission des architectes des bâtiments de France et quel est leur rôle justement dans la préservation de ce bâti ancien? Parce que tout à l'heure, quand tu as présenté un petit peu le champ d'action, eh bien, c'est quelque chose qui peut paraître quand même contraignant pour tout le monde, hein. Moi, je vais te dire la vérité. Notre maison, Lorena, tu vas pas y croire, hein, parce que votre rôle, tu l'as dit, c'est de prendre un compas, de se réunir avec un café, un bol de flocons d'avoine autour d'une table, à 6-7 autour de la table, et de prendre un compas et de dire, tiens, le château de machin, on fait un cercle comme ça, tout ce qui est au milieu, les gars, il va falloir qu'on leur demande des comptes, hein. Et c'est pour ça qu'on est très heureux de l'avoir, justement, pour que tu casses un peu ces préjugés. Toujours est-il que moi, j'ai une particularité incroyable dans ma maison. Figure-toi que la ligne de partage, elle tombe au faîtage de ma maison. Donc, toute la façade avant et ma cour avant, je suis dans le périmètre du château, et à l'arrière, tout le monde s'en branle. Alors voilà, tu vois, je peux dire, je suis dans ce cas ultra spécifique. Ça compte quand même, du coup. Ça compte carrément, parce que quand je demande un permis pour devant et pour derrière, je le reçois pas avec la même, facilité. Tu peux dissocier deux parties d'un même bâtiment? Nous, à partir du moment où on voit que le périmètre passe dans une parcelle, même si c'est pas totalement, on va considérer que la parcelle est protégée quand même, sinon c'est trop compliqué. Ah oui. Bah ouais, enfin nous, ça va, je viens d'avoir mes permis. Je suis sûr que je serai pas emmerdé. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, en tout cas, ça a été le cas et c'est ce qu'on nous a expliqué. Alors justement, ce qui est intéressant que tout le monde comprenne, avant que tu nous donnes des trucs et astuces, c'est dire quel est votre rôle dans cette préservation? Bah, il est plutôt multiple parce que dans le bâti ancien, on va avoir des bâtiments qui ont un intérêt majeur. C'est ce qu'on appelle surtout, nous, les monuments historiques. Donc, ils peuvent être soit classés, c'est plutôt une reconnaissance nationale, soit inscrits, c'est plutôt d'ordre régional. Hop, je te coupe parce que c'est déjà passionnant, j'adore. Quelle est la définition d'un monument historique? Un monument historique, c'est un bâtiment, un immeuble par définition, qui revêt un intérêt artistique, historique. Et ensuite, en fonction, on va dire, de son classement ou de son inscription, le classement, c'est qu'on va avoir quelque chose qui est quand même plus rare, que ce soit surtout à l'échelle nationale. L'inscription, ça va être plutôt à l'échelle régionale. Et on va chercher à le préserver. C'est un bâtiment qui a vraiment de l'intérêt. Un monument historique peut aussi être un objet. Okay. D'accord. Voilà, donc ça peut être un... C'est pas forcément lié à son architecture, ça peut être sa fonction. C'est quand même lié à son architecture de base. À son architecture, j'imagine que les critères, ça doit être l'architecture, l'histoire, etc. Son état actuel aussi, parce qu'on ne peut pas non plus protéger quelque chose qui est vraiment très endommagé. Soit on peut protéger parce que aussi ça va être trop endommagé, il va falloir mettre une protection pour ralentir. Pour ne pas perdre le patrimoine, quoi. Mais en même temps, si on a quelque chose qui est vraiment dans un état trop avancé, est-ce que c'est vraiment pertinent aussi de protéger ? Parce qu'un monument historique, on ne va pas pouvoir le rénover de la même manière qu'un bâti ancien classique. Il va y avoir des réglementations précises et surtout des autorisations. Il va falloir faire appel à un autre service de l'État qu'on appelle la conservation des monuments historiques, où là, par contre, ça va être un petit peu plus compliqué. Chaque château n'est pas forcément monument historique. Tout château n'est pas monument historique. C'est pour ça que c'est important un peu de faire la distinction, parce que parfois, c'est vrai que c'est compliqué. Je me mets à la place parfois des usagers qui nous disent « Oui, notre maison est classée ». Non, la maison n'est pas classée. La maison est dans un périmètre qui est protégé. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Et en fait, tout ça, on n'en parle pas. Il n'y a pas forcément de pédagogie et ça peut paraître un petit peu compliqué. Eh ben, tu es là pour ça, Lorena. Alors, ton explication, c'est ça que j'adore. Le rôle des architectes du bâtiment de France dans la préservation du bâti ancien, que tu as commencé à nous expliquer. Oui, et après, dans bâti ancien, donc nous, sur par exemple, je prends l'exemple de mon service, on a réparti le département par instructeur. Par bâti ancien, du coup, on va avoir tout ce qui se situe dans nos secteurs protégés. Mais du coup, dans un territoire comme la Loire, dans le bâti ancien, on va avoir un secteur qui peut être du bâtiment industriel,
de l'habitat vernaculaire, traditionnel. Et je dirais que par bâti ancien, nous, on va œuvrer un peu au cas par cas, parce que pour rénover un bâti ancien, il faut le comprendre et observer aussi s'il y a des pathologies ou non. C'est pas comme un bâtiment moderne, on va dire, où les applications et les règles sont plus universelles. Un bâti ancien, il a sa particularité que le bâtiment, la maison d'à côté n'aura pas, par exemple. Oui. Qu'est-ce que tu appelles, pour ceux qui nous écoutent, vernaculaire ? Un habitat traditionnel dans un environnement rural. D'accord. Habitat traditionnel typique d'une région, quoi, peut-être. Par exemple, les colombages en Alsace. Voilà. On peut avoir des colombages dans la Loire. Hein. On peut avoir des colombages dans la Loire, c'est vrai. Et on peut avoir aussi des salopards qui isolent ça avec l'isolation par l'extérieur. Et ça fait gerber. Et c'est pour ça que vous êtes là, pour protéger tout ce bazar. Voilà. Donc... Moi, je note un truc qui m'a fait sourire. C'est que tu as dit pathologie. Et du coup, on a l'impression que ça humanise le bâtiment, que ça devient un être vivant un peu. On a ce côté-là de les bâtiments anciens, ils respirent, enfin voilà, ça l'humanise et c'est assez drôle. Mais c'est cool. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on... C'est comme ça que vous identifiez vos patients. C'est ça. C'est exactement ça, c'est nos patients, c'est nos malades. C'est vos patients, c'est vos malades. Il faut les soigner. Un bâti ancien peut devenir, après analyse, vous pouvez décider quasiment peut-être de le classer monument historique. C'est quand même compliqué. Ou enfin demander un dossier d'analyse. Alors, pour expliquer un petit peu les démarches, par exemple, tu habites dans une maison et tu penses que cette maison-là a vraiment un intérêt et tu demandes, pourquoi pas, une protection. Il y a une personne qui est responsable, qu'on appelle une chargée ou un chargé de protection, qui va venir voir la maison, etc., faire une étude historique. Par la suite, le dossier est présenté en commission et ensuite, on vote pour une protection, inscription dans un premier temps, et ensuite ça monte à l'échelle nationale si vraiment il y a un intérêt d'ordre national. Donc il faut quand même qu'il y ait un certain intérêt. Faut être sur son coup, quoi. Après, au pire, ça passe pas, mais voilà. C'est pas du placo avec un parquet contre, flottant, quoi. Après, on peut quand même bénéficier, hors monument historique, d'aides financières, par exemple de la Fondation du patrimoine. C'est quand même un label, c'est une reconnaissance, on a aussi une aide financière. Et donc voilà, il y a quand même des petites choses qui sont mises à côté, en avant. Parce que dans les monuments historiques, tu nous expliquais qu'il y avait différents classements. Oui. Parce que c'est sûr que j'imagine que le château de Versailles n'a pas le même degré d'importance et n'est pas classé comme le château de Feurs à côté. Donc il y a différents classements. Mais est-ce que vous avez aussi différents classements dans les bâtis anciens ? Ou est-ce que c'est une catégorie générale ? C'est une catégorie générale. D'accord. Ok, donc votre rôle dans la préservation du bâti ancien, il va être d'identifier, comme tu disais, les pathologies, mais surtout aussi d'identifier peut-être les demandes que peuvent faire les usagers et propriétaires. On va répondre à plusieurs critères. C'est le bâtiment, il a été construit de cette manière. Comment nous, on va faire en sorte qu'il se perpétue dans le temps ? De correspondre aussi, mine de rien, aux critères des personnes qui habitent à l'intérieur, parce que voilà, parfois il y a des coûts, il y a des choses aussi à prendre en compte. C'est un ensemble de choses. Et c'est pas facile quand on se retrouve parfois face à un bâti ancien, parce que ça peut faire peur aux usagers. On se dit mince, ça coûte cher, il y a des coûts. Et justement, je pense que ce serait nécessaire aussi de montrer que bâti ancien ne rime pas forcément avec une rénovation coûteuse. Mais le bâti ancien... je pense qu'on a conscience, normalement, quand on habite dans une maison qui a quand même un certain âge et qu'on doit faire les choses de manière consciencieuse. Est-ce que, je ne vais pas me faire des copains, mais je vais plutôt être dans votre camp, mais je veux dire, est-ce que justement ce genre de prise de décision quand vous statuez sur un dossier, c'est-à-dire que bon, vous recevez un dossier, Dédé et Jeannette viennent d'acheter une maison de 1902. Bon, alors il y a un couple qui peut vouloir se dire on est content d'avoir acheté ce bout de patrimoine, comme tu disais et comme disait Bruno, il y a du cachet, c'est une fierté, on apprécie et donc on va essayer de pas faire trop de la merde, quoi. Donc là, bon,
j'imagine que vous êtes content de recevoir ça, mais quand vous recevez le même genre de demande et que les gens en ont... enfin, je veux dire, ils s'en foutent. Pour eux, c'est une baraque, ils ont fait un coup de fusil dans un village. Voilà, donc là, j'imagine que là, ça se corse un petit peu. Oui, c'est pas facile, parce que j'imagine que c'est pas facile de conjuguer aussi la préservation de ce bâti et tout le côté contemporain. Et puis on est des passionnés de patrimoine, donc moi ça me brise le cœur quand voilà, j'ai une maison d'un certain âge et que je vois les rénovations qu'on peut faire dessus et je comprends pas l'intérêt en fait. Mais après finalement tu peux être gagnant à la sortie de tout ça aussi parce que ça va être un conseil pour pouvoir en gros continuer à faire vivre la maison, ne pas lui enlever son cachet ni rien. Enfin tu vois, au lieu de faire n'importe quoi et qu'elle aura perdu en intérêt... Peut-être que tu vas conserver cette valeur, pouvoir la transmettre aussi. Je comprends, mais est-ce que ça passerait pas par une sensibilisation préalable, peut-être dès la jeunesse? Parce que malgré tout ce que tu dis, ça c'est ce que tu dis, c'est ce qu'on s'accorde tous à dire autour de la table, parce que encore une fois, d'abord on est dans la filière, on est tous des passionnés. Et je suis très content que tu le sois aussi. Non, mais c'est vrai, ça, pour toi, ça pourrait être un boulot comme un autre. Et on voit bien autour de la table, et puis quand on a discuté un petit peu avant, que tu étais fasciné par ce que tu faisais. Donc ça, c'est intéressant pour nous aussi et pour nos auditeurs. Mais malgré tout, on voit aussi tous les jours des gens qui n'ont pas du tout cette sensibilisation et qui font, comme je te disais tout à l'heure, parce que on l'a vu, qui vont aller, à qui ça n'a pas posé de problème d'aller coller un isolant en polystyrène par-dessus un colombage. Après, il y a aussi, comme on disait avec les pompes à chaleur, il y a un phénomène de mode, il y a le voisin qui fait telle chose. Le bouche à oreille, ça marche super bien. Moi, ma maison, maintenant, j'ai gagné 3 degrés. Ouais, on n'a pas la même maison. Ouais. Oui, puis il y a des problématiques. Il y en a qui prennent la tangente. Moi, je sais que, pour citer à Saint-Étienne, par rapport aux menuiseries, il y a une interdiction de pose de PVC. On se bat dans la rue, on lève la tête. On en a 8 sur 10. C'est compliqué dans ces situations. Et c'est ça. Et après, on se dit, on fait l'effort justement d'aller chercher des conseils et de faire des choses bien. Et à côté, il y a... cette sensibilisation, elle manque. Mais c'est le plus compliqué pour nous, c'est quand on a certains endroits où voilà, on va avoir une personne qui veut faire les choses bien, elle dépose son dossier, elle me dit « mais attendez, vous me refusez ça, ça et ça », alors que regardez autour, il n'y a rien qui est fait dans les règles. Ça fonctionne en jurisprudence, un peu ça, de se dire autour, d'autres ont pu faire... Alors, est-ce que moi, j'ai le droit de le faire? Alors, quand on a un règlement comme un site patrimonial remarquable, pour nous, ça nous aide parce qu'on doit respecter le règlement. D'accord. Quand on n'a pas de règlement, c'est un peu plus compliqué et c'est là qu'on essaye de faire un petit peu de pédagogie en disant... Moi, je prends souvent l'exemple de... on vous double à 200 sur l'autoroute, vous redoublez à 250. Le but, c'est que les personnes... On a des communes, des petites communes dans la Loire, des petits villages, ils sont super et c'est au contraire la personne qui ne va pas respecter les travaux qui va être pointée du doigt. Et moi, ce que j'aimerais inverser dans d'autres endroits, c'est justement revenir à cette tendance, c'est pourquoi on n'encourage pas les gens à bien faire. C'est un petit peu ce que disait Bruno, c'est-à-dire qu'on a toujours un petit peu tendance dans tous les environnements dans lesquels on évolue à voir un peu que le mal. On ferait mieux de féliciter le bien. Mais moi, je suis typiquement dans ton cas. Nous, et je m'entends bien avec tout le monde, mais ce que je veux dire, c'est que bon, moi, je suis un amoureux fini du patrimoine. Moi, t'as qu'à voir. J'ai été, quand j'ai fait mes appuis de fenêtre, ça t'aurait fait plaisir. J'ai conçu un moule et j'ai été mouler des appuis de fenêtre de maisons bourgeoises de mon village. J'ai fabriqué un moule en bois, etc. Tout le monde, même les maçons m'ont dit, mais t'es marteau. Et j'ai donc vu que c'était pas comme un moule standard, j'en avais qu'un. Et donc, je me suis servi de ce moule tout mouluré pour faire chaque appui de fenêtre les uns après les autres pour que les appuis de fenêtre soient moulurés comme la 4e baraque qui est à ma droite, etc., etc. Donc j'ai démonté les fenêtres, je les ai emmenées chez un compagnon, c'est des fenêtres croisillonnées, j'ai dit tu me refais les mêmes en bois avec les nouvelles normes. Tout le monde m'a pris pour un fou. Et c'est vrai que des fois, on déposait des demandes de permis. Généralement, ça se passait très bien, mais à chaque fois, ça nous énervait un petit peu parce que chez nous, par exemple, t'as pas le droit, en plus moi je suis dans le périmètre du château, chez nous par exemple, t'as pas le droit de mettre des tuiles de rive. Il faut que ce soit des bandeaux avec une zinguerie, etc. Moi j'ai été zingueur, j'ai été couvreur, sur mon toit il y a 27 feuilles de zinc. Tu vois ce que je veux dire? J'ai refait à l'identique, double bandeau double étage, main courante, caniveau, etc.
tous mes voisins, c'est bandeau blanc PVC, tuile de rive, terminé. Terminé. Sous-face. Moi, c'est tout en bois. On n'a pas le droit au blanc, c'est tout couleur crème. Eux, c'est tout blanc, PVC, comme ils disent. Et le pire, ce qui est dur aussi pour les gens, parce que j'en parlais un coup avec mon voisin, on est quand même amis avec les voisins, mais et on regardait, et moi, j'habite en face d'une école. École, établissement public, communal. Toutes les menuiseries sont PVC blanches. Ouais. Mais nous, en plus, ça nous décrédibilise totalement. C'est un truc de fou. Donc, c'était ça venait avec une question. Est-ce que vous pensez que c'est possible, à l'heure actuelle, de concilier préservation du bâti ancien, préservation de ce patrimoine, et modernité, aspect contemporain? Quelqu'un qui vous appelle, qui dit « Moi, j'ai une ferme de 1900, je voudrais éclater tout un mur et mettre une baie vitrée de 8 mètres par 8. » Ça va prendre au cas par cas. Tu saignes un peu du nez Non, mais je pense qu'on peut avoir de beaux exemples avec de belles insertions architecturales contemporaines, sous réserve de prendre un architecte. Je pense que ça, c'est important. Mais on peut arriver à concilier les deux. Au contraire, et ce serait... Plus on aurait de beaux exemples d'architecture contemporaine avec un mix de bâtis anciens, peut-être qu'on arriverait à avoir des choses un petit peu différentes aussi. C'est pas un non catégorique, le bâti ancien, ça reste comme ça, c'est non. On a des exemples de monuments historiques où il y a eu des extensions contemporaines, par exemple des musées, et ça marche très bien. Mais je suis d'accord, mais est-ce que c'est pas un peu antinomique avec la catégorie de personnes qui va rechercher ça? Ce que je veux dire, un premier couple, primo-accédant, etc., qui n'a pas un rond, qui vient dans la Loire, il va pouvoir accéder typiquement à une maison des années 60-70 avec sous-sol ou même une maison un peu plus ancienne. Mais je veux dire, il va prendre ça parce que sur le coup, c'est pas très cher. C'est pas très cher parce que justement, moi, ma maison, je l'ai pas payée cher parce que tout était à refaire, du sol au plafond. Donc, ça peut être aussi difficile de dire aux gens, bon, attention, si vous achetez du bâti ancien, c'est bien. Par contre, derrière, c'est pas le même pognon parce que... Par contre, s'ils ont été sensibilisés avant, je suis d'accord avec toi, peut-être que la question à se poser, c'est bon, on va pas l'acheter, quoi. Après, il y a aussi, je pense, un rôle de la part des communes à jouer aussi. Enfin, on a beaucoup de communes avec qui ça marche très bien. Il y a un dialogue, que ce soit entre les habitants, nous, et d'autres... les usagers sont totalement perdus, ou c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de dialogue entre tous les partis. Donc, en fait, on rentre tous en contradiction. Oui. Donc, c'est un peu... On parlera après un petit peu des préjugés. J'aimerais, des choses un petit peu que tu nous donnes 2-3 pépites, des anecdotes ou des choses, et qu'on casse aussi un peu ces préjugés, parce que nous, on voit bien que quand on discute avec toi, quand on a préparé cette émission, on voit bien que vous êtes des gens normaux. Je pense, oui. Et voilà. Et que, comme tu dis, vous êtes des gens normaux qui sont absolument amoureux de ce qu'ils font, et donc qui essayent juste de faire du bon boulot, comme nous, on peut essayer. On va donner la parole à Rémi, parce qu'il y a une question qui m'intéresse, c'est en tant que maçon, ou en tout cas en tant qu'autoconstructeur, autorénovateur, quels sont absolument les points de vigilance qu'il faut surveiller avant de se lancer dans une rénovation de bâti ancien? Il faut déjà connaître la nature des murs, comment a été réalisée la maison, avec quels matériaux, et ensuite, surtout, adapter les matériaux qu'on va utiliser en fonction des matériaux de la maison. Quel conseil tu donnerais à des gens qui se renseignent ou qui visitent ce genre de maison, peut-être pour un achat? Qu'est-ce que tu leur dirais? Vérifiez ça, qu'est-ce qu'il faut faire attention? La question, là, pour le coup, vous est posée à tous les deux. On commence par Rémi. Il faut tout regarder. Ça commence par la toiture. Voilà l'état des tuiles, si elle est perméable ou imperméable, l'isolation dans les combles, l'isolation des murs, l'isolation du plancher s'il y a un sous-sol ou s'il y a un vide sanitaire. Il faut vraiment tout passer au crible. Regardez également les ventilations, si elle est naturelle, si elle est simple, flux, hygrométrique ou double flux. Il faut tout regarder. Les épaisseurs donc de parois. Et puis, il y a des chiffres clés. De toute façon, quand on a une annonce, on peut voir si elle est A, si elle est B ou si elle est C. Oui, maintenant, il y a le DPE, le diagnostic énergétique, qui est nouveau aussi, qui peut nous permettre... Après, le DPE, il est toujours à prendre avec des pincettes, parce que quand tu as pour projet de rénover du bâti ancien, donc je dirais du très vieux, avant 1920, quoi...
Est-ce que c'est quelque chose à prendre en compte? Moi, quand j'ai acheté ma maison, sur le truc, c'était marqué présence possible d'amiante, présence possible de plomb, présence... Bon, bah, je m'en fous, quoi. J'ai acheté ça parce que j'allais tout rénover, j'allais tout virer, tout refaire. T'as gardé les murs? J'ai gardé les murs. Moi, j'ai gardé les murs et une partie de la charpente. Ouais. Voilà. Et l'escalier principal. Tout le reste, tous les planchers intermédiaires. Moi, je suis rentré, quand on a acheté la maison, au sous-sol, c'était de la terre et je voyais le ciel. Ah ouais. Il y a 3 niveaux. Tu vois la gueule dans laquelle c'était? Il y avait du taf, quoi. Il y avait du taf. 8 ans, je te dis. Voilà. Anto? Par rapport à ça et à un usage contemporain, j'ai envie de dire aussi s'installer dans un bâti ancien, c'est aussi peut-être un projet de vie. Juste un parallèle, on achète un vieux corps de ferme, il y avait plein de petites pièces et tout. L'idée, c'est tout éclater pour faire une pièce de vie énorme. Ouais. C'était pas prévu pour, ça sera ultra difficile à chauffer. Et en fait, il faut un peu mettre ces choses-là et de se dire, c'est aussi un mode de vie à respecter. L'idée, c'est pareil, de pas prendre, de se dire, je vais prendre une 2 chevaux et je vais en faire une Tesla autonome. Ouais. Ça viendrait pas à l'esprit au niveau de certaines personnes. Et par contre, sur le bâti, il y a des choses où on se dit, je veux un mode de vie comme ça. Et à l'inverse, je vais avoir un bâti qui est pas fait pour cet usage-là. Oui. Donc, il faut aussi s'adapter à son lieu de vie, simplement. Pour avoir quelque chose de cohérent. Et je suis complètement d'accord. Justement, comment est-ce que vous arrivez à intégrer les nouvelles normes actuelles, les nouvelles normes modernes de construction dans les bâtis anciens? Parce que là aussi, ça doit être un sacré challenge, quoi. Comment est-ce qu'on rénove un immeuble haussmannien sans le défoncer et sans le détruire? Est-ce qu'il y a plus de tolérance au niveau des déperditions, en se disant, tout n'est pas parfait, mais enfin, le truc, il a 400 ans. Donc, Alors, on n'intervient pas sur les intérieurs. Ouais. Donc, voilà, ça nous évite déjà... Voilà, vous, de votre côté... les intérieurs, on n'intervient pas. Après, nous, c'est sûr que si on nous demande d'agir, en tout cas, sur l'extérieur, c'est vrai qu'on frise un peu. Si on nous demande une isolation, par exemple, thermique sur l'extérieur, sur un bâtiment qui a X années, parce qu'en fait, il n'y a pas de prise en compte du bâtiment, et ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que on construisait intelligemment à l'époque, avec des matériaux du coin, un circuit court. On avait un bâtiment qui respire. Aujourd'hui, on enferme ils étouffent, les bâtiments. Et après, il y a plein de problèmes. Après, on vient de dire, oui, le bâti ancien, il y a plein de problèmes avec le bâti ancien. Oui, mais en fait, on n'a pas pris en compte le bâtiment de base. Oui. Vous avez quand même ça de temps en temps des gens à qui ça vient à l'idée de demander comme on disait, des rénovations de façade, alors qu'ils ont des trucs qui sont complètement dingues. Oui. C'est dingue. Toutes les semaines. Toutes les semaines. Alors après, en fonction des secteurs, c'est différent. Moi, j'ai un secteur qui est un peu industriel et une partie du forêt, donc j'ai un habitat qui est un petit peu différent, mais ça dépend. J'ai des collègues qui ont les secteurs vraiment plus ruraux que moi. Les gens sont plus sensibles. Mais c'est vrai qu'en fonction de là aussi où on habite, la sensibilité n'est pas la même. Donc en fait, certains projets qui paraissent totalement exubérants, par exemple dans telle partie du département, de l'autre côté du département, c'est pas possible en fait. Ouais. Et ça vient peut-être aussi ce que j'aime bien appeler, c'est le système racinaire rural. Dans un tout petit hameau avec 4-5 maisons, souvent, des fois, c'est des familles qui sont là depuis des générations, donc ils sont attachés à la pierre, ils sont attachés... Et eux, ça va pas leur venir à l'esprit de faire n'importe quoi avec la maison qui était avant, à la mamie, à l'arrière-mamie. Voilà, il y a l'histoire qui va avec. C'est peut-être pas comme quand le mec déménage, il fait 400 bornes, il se retrouve dans un endroit et puis il se dit, bon... Voilà, il y a peut-être moins cet attachement. Du coup, ça m'amène quand même à autre chose que je voulais te demander. À ton avis, c'est quoi les plus grandes difficultés auxquelles sont confrontés les gens qui achètent du bâti ancien? Je pense que les propriétaires, quand ils achètent une maison, ils ont leurs idées. Donc voilà, ils discutent. Et puis, ils veulent une certaine couleur, par exemple, pour les volets ou pour la façade. Et quand ils donnent ça donc, au permis... c'est vrai qu'ils tombent un peu des nues quand on leur dit faut pas cette couleur, faut une autre couleur, faut couleur crème ou couleur bois pour que ça aille bien avec l'environnement. Donc, je pense tu penses que les 3/4 des difficultés, elles sont plutôt liées à un respect du PLU ou alors à un respect un peu des règles ou quoi que ce soit, qu'en gros les gars ils sont pas assez sensibilisés là-dessus? Ouais.
Vous, c'est quoi les dossiers que vous refusez le plus? C'est compliqué, ça, c'est au cas par cas. Ouais. Non, mais je veux dire, vous avez pas un truc. Et allez, encore un mec qui veut mettre. Si, non, mais si. Enfin, parfois, j'ai des maisons. Je suis dans un environnement avec des maisons traditionnelles, de plein pied ou juste au pire un étage. Toiture, tuile canal. Bon, voilà, tout est mignon, voilà. Puis d'un coup, on me propose un permis de construire avec des formes mais totalement exubérantes. Il y en a de partout. Un conteneur sur le côté. En fait, je comprends pas. Je me dis. Et surtout quand on me dit après, pour une bonne insertion paysagère. Alors là, je comprends pas. je comprends pas. Je pense qu'on n'a pas. Ils ont trouvé en se disant ça va passer. Ouais, quand on met ça, ça passe toujours. Après, on peut avoir des. Ouais, des fois, il y a vraiment des gens, ils peuvent nous poser, 32 fenêtres de toit, on a eu ça, ou des choses. Des trucs incroyables, quoi. Ce qui est quand même, par contre, paradoxal à côté de ça, ce que moi, j'ai beaucoup de mal, enfin, je pense qu'avec Anto, on est dans la même équipe, ce qu'on a beaucoup de mal, malgré tout, c'est que, d'un autre côté, quand tu as quelqu'un qui arrive avec un projet qui sort de l'ordinaire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un vrai projet, qui dit, tiens, je vais refaire un peu une ferme, ou je veux refaire quelque chose qui a une forme... Par exemple, demain... Je voudrais construire une maison bourgeoise actuellement, mais ce serait... Alors, je veux un double escalier, mais ce serait négatif, on me dirait non. Ah si, c'est quasiment sûr. Je suis sûr que si là, je fais venir un architecte et que je lui dis, dans le coin, on va faire quelque chose d'un peu original, il va me dire, mais t'es fou, ça passera jamais, ça passera plus. Sous réserve d'un bon projet architectural, ça peut passer, mais encore faut-il que le projet soit bien. Déjà, tu vas déjà dire, je veux mettre de la pierre naturelle en soubassement sur 2 mètres. On va déjà dire, bah non, c'est du monomure ocre. Ah non, pas forcément. Enfin, on fonctionne quand même au cas par cas et on n'est pas non plus dans des noms catégoriques. Déjà, on impose des choses aux gens. Après, si on a quand même un projet... c'est normal aussi quand même que des personnes aient le droit et une envie de se différencier. Mais il faut quand même qu'on prenne en compte un ensemble urbain. Donc voilà, il y a certaines choses aussi qui sont à prendre en compte. Mais c'est vrai que moi, je pose cette question parce que cet été, on a été dans le Nord. Dans le Nord-Nord. Le Nord. Le Nord-Nord, mais le Nord-Nord, Nord-Est. Donc on a fait... Pays-Bas, Danemark, Suède, Belgique, tout ça. On est arrivé notamment aux Pays-Bas, à côté, pas loin d'ailleurs de la frontière, et on se balade avec mon épouse. Et on dit, tiens, il y a un lotissement en construction. Bon, nous, on est dans le bâtiment, dans les émissions, on a passé 25 ans sur le chantier, on dit, on va aller voir. Mais c'était... On avait envie de s'asseoir et de pleurer. C'était d'une beauté... incroyable, les maisons presque comme à l'américaine, le petit porche avec les petites colonnes, deux marches d'escalier devant pour y atteindre, la belle porte cochère avec le magnifique, on a tout mitraillé de photos, les mecs, on s'est barré parce qu'on s'est dit, ils vont appeler les flics, ils vont croire que... Mais je veux dire, on s'est dit, mais ça fait combien d'années qu'on n'a pas vu de lotissement comme ça en France? Ça fait combien de temps? Et on n'a pas eu l'impression d'être dans un quartier extrêmement riche, d'être dans quelque chose de... Et on s'est... Mon épouse, qui a travaillé quand même dans la construction pendant des années, me disait, mais jamais un permis comme ça passerait chez nous. Jamais. Tu vas voir un constructeur, tu lui dis, je veux ça. D'ailleurs, je ne saurais même pas si techniquement il sait le faire. Et dans un lotissement, mais ce serait refusé direct. C'est non, on veut le wagon, la maison sur catalogue, tout pareil. Est-ce que ça, c'est peut-être pas aussi un travail à faire au niveau des PLU? Certainement. Peut-être pas le PLU, mais c'est peut-être l'offre, en fait. Pour moi, c'est peut-être que dans ce pays-là, ils ont eu éventuellement une politique qui a poussé à conserver un petit peu le style traditionnel. Et que nous, on a juste en fait des constructeurs de maisons qui sont allés vers... Voilà, c'est ça. Des choses qui sont moins exotiques ou moins historiques, disons, en fait. Mais je suis... Justement, vous, à votre niveau, est-ce que vous participez à, quand je dis à votre niveau, c'est-à-dire à ton niveau dans ton service, mais... plus généralement la DRAC, etc. Est-ce que vous participez, vous prenez part aux échanges d'élaboration des PLU ou pas? On peut y être convié, notamment l'architecte des bâtiments de France et parfois, si besoin, le technicien ou en charge de la commune. On peut également être convié à la création ou à la modification des sites patrimoniaux remarquables. D'accord. Mais oui, on a un rôle quand même conseil en tout cas. Consultatif, j'imagine, qui est quand même assez important. Hein. Ouais.
Est-ce que, depuis tout à l'heure, à chaque fois qu'on pose une question, on revient toujours sur ce côté un petit peu de sensibilisation? Moi, je te pose la question, Lorena, au ministère de la Culture, dans vos services, selon toi, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour mieux sensibiliser les gens à toutes ces questions? C'est pas évident, hein. On a essayé, en tout cas, par exemple, je sais qu'à Lyon, ils ont fait des fiches conseils qui sont intéressantes. Nous, il faut qu'on arrive encore à en faire, mais c'est dans nos projets aussi. Il y a de la pédagogie à faire aussi auprès des communes et ensuite auprès des usagers. Mais est-ce que ça peut passer peut-être par des réunions d'information? Peut-être dire tel jour dans telle mairie, venez rencontrer un personnel des ABF. C'est ce qu'on commence à mettre en place, parce que, en tout cas, pour parler de notre service, on a eu un service, voilà, ça a été un petit peu compliqué avec des départs, des arrivées. Ouais. Actuellement, on a un service où ça tend vers une stabilisation du personnel. Et on essaye de mettre en place des permanences dans certaines communes. En tout cas, si les communes sont aussi favorables. Si elles jouent le jeu. En général, voilà, c'est des communes aussi où on a quand même plus ou moins un nombre de dossiers conséquent. Parce que voilà, c'est vrai que quand on a des départements comme la Loire, on peut vite faire 1h30 de route de Saint-Étienne. On évite de se déplacer aussi que pour un rendez-vous. Mais oui, ça passe aussi, par exemple, par une mise en place de permanence où, avant dépôt du dossier, eh ben, on rencontre les gens directement sur place. Et ça permet aussi de mettre un visage sur les gens qui instruisent. Je suis là pour la construction de ma maison. Et il y a deux, trois petites choses qui sont mises en place et qui je trouve assez pédagogiques. Il y a une sorte de petit livret sur comment construire dans le parc naturel du Pilat. Et il va avoir... oui, parce que toi, c'est vrai que tu coches toutes les cases. Moi, je coche toutes les cases, mais j'aime bien les challenges aussi. Donc, et là, c'était en gros de dire... vous allez construire en pente, et ben, il faut aménager aussi pour pas trop défoncer le terrain naturel, mais on peut vous donner des solutions. De la même manière, il y a une permanence où on peut aller consulter quelqu'un qui va nous dire bah oui, là, ce serait mieux de faire comme ci, comme ça. Et j'ai essayé de faire la démarche à l'envers. C'est-à-dire que même avant d'avoir acheté le terrain, j'ai pris un rendez-vous avec la mairie et avec la personne en charge de tout ça, pour dire, bah voilà, moi, avant que je pose un permis ou autre chose, il faut aller dans quelle direction, comment. Et en fait, j'avais le cadre et je me suis pas forcément senti frustré, parce que je savais où est-ce que je pouvais jouer, quoi, en fait, par rapport à tout ça. Mais justement, ça c'est peut-être la question. C'est la meilleure façon de fonctionner. C'est ce que j'allais dire. Ça, c'est peut-être la question que tout le monde se pose, c'est pour éviter tous ces soucis peut-être de refus de permis quand on est dans un périmètre des bâtiments de France, quand on a quelque chose d'ancien, etc. Plutôt que poser 28 permis en gueulant, parce que est-ce que le premier conseil, ce serait peut-être pas d'aller vous voir et dire, bon, finalement, je m'apprête à poser un truc, qu'est-ce que vous avez besoin et qu'est-ce qu'il vous faut? Bah, tout à fait. Nous, on accepte les demandes d'avant-projet par mail. Au contraire, on est bien ouvert à avoir un dialogue et un échange pour que le projet, par la suite, ça soit un accord favorable de notre part. On a travaillé sur le projet ensemble, on perd pas de temps par la suite, et je vais dire, tout le monde est content, en fait. Oui, puis finalement, même vous le voyez arriver, vous dites, ah tiens, c'est le dossier. Tu te rappelles, Jean-Marc était venu nous voir, il nous avait amené une galette des rois. Ça donne du sens, ça humanise aussi le projet. Ça donne du sens. Mais après, on peut pas forcer les gens aussi. Il y a une curiosité que les gens n'ont pas, et moi, il y a des choses que j'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, on emménage dans une commune et on va construire, on demande pas d'autorisation, mais les gens ne se renseignent pas. Ouais. On peut pas forcer les gens à se renseigner. Oui. Oui, parce que pour eux, c'est inné. Mais est-ce qu'à un moment dans leur parcours de vie, on leur a appris, on leur a dit, attention, vous allez... Ça remonte plus haut, en fait. Oui. Oui, parce que ça, pour nous, c'est du bon sens, parce qu'on a toujours vu nos parents, nos grands-parents, Mais après, ce serait peut-être aussi à la commune qui accueille la nouvelle personne, ou alors aussi au notaire, à toute la filière concernée, de dire attention, vous vous apprêtez à acheter tel terrain, je vous informe que c'est dans tel périmètre, vous allez avoir... Ça, c'est fait chez le notaire. Hein. Oui, mais je veux dire, vous allez avoir l'obligation de... Parce que peut-on aujourd'hui, quelqu'un qui ferait n'importe quoi, peut-on aujourd'hui le contraindre à la démolition ou à quelque chose? Ça doit être rare, mais c'est compliqué. On peut faire déposer l'ensemble des travaux, c'est possible. Mais c'est pas évident. Parfois, on a des recours.
Sur certains projets, ça peut monter plus haut, du coup, au niveau du préfet. Mais oui, c'est possible. Est-ce que c'est pas aussi un petit peu pour ça que chez nous, il y a aussi encore un peu ces débats? Je me fais l'avocat du diable parce que pour moi, c'est comme, par exemple, la limitation sur les routes ou les autoroutes. Quand on travaille avec l'Europe et de temps en temps, on va pas mal en Suisse. Et la dernière fois, on y a été, ils nous ont dit, on comprend pas pourquoi vous avez des panneaux rappel. 70 rappel, 110. Je lui dis, parce que tu sais, nous, quand il y a un panneau 110, on se met à 110 sur les 200 premiers mètres et après, on s'en rappelle plus. Alors, tu vois, il faut mettre des rappels. Mais tu vois, par exemple, chez eux, ça n'existe pas. Et en fait, ils nous expliquaient, parce qu'ils sont pas non plus tout beau tout rose, faut pas croire que... mais en fait, eux, ils nous expliquaient qu'ils avaient un système toujours à 3 phases. C'est-à-dire qu'il y avait toujours l'explication du cadre. Voilà, attention, on va jouer sur un terrain qui fait 100 mètres par machin, patati, patata. Ensuite, l'explication des règles. Quand vous jouez dans ce terrain, à tel endroit, vous avez le droit de faire ça, ça, ça. Et il disait, l'explication des règles va toujours avec l'explication que qu'est-ce qui peut se passer si on ne respecte pas les règles. Mais il disait, on a aussi une 3e étape qu'on a, c'est vrai, un peu moins en France, c'est par contre le coup de bâton si ça sort du cadre. C'est-à-dire qu'eux, ils ont des voitures qui font 250 chevaux, mais quand c'est 110, le gars, il est à 110. Parce qu'il sait qu'à 115, il peut avoir une amende qui est indexée sur son salaire avec un truc, et que pour 5 km/h de plus, le mec, il peut se prendre 5000 balles. Et par exemple, pour en avoir parlé, parce qu'on échange beaucoup de bâtiments, chez eux, c'est systématique. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a construit quelque chose ou quoi que ce soit sans autorisation, mais c'est genre 10 jours après, c'est démoli, quoi. Et c'est démoli avec huissier, gendarmerie, tout le bordel, et fin du bal, quoi. Il n'y a pas d'histoire de... On n'a pas, en tout cas en secteur protégé, on n'a pas le temps, on ne peut pas contrôler en fait tous les travaux. On ne peut pas. On le voit bien que parfois, on se dit, là, on n'a pas reçu le dossier. Ouais. Mais soit il faudrait qu'on passe notre temps à aller dresser des procès-verbaux et c'est pas notre travail. En fait, il y a la commune normalement qui est censée vérifier les travaux en fait. Donc, après, c'est sûr que c'est facile. C'est aussi c'est un peu un cercle vicieux. Bon, on voit le voisin qui a fait les travaux, donc du coup on fait les travaux et puis après on se dit de toute façon qu'on fasse les travaux, que ce soit bien fait ou pas, on ne retombera pas dessus. Ouais. Et voilà. Et après on se retrouve dans des situations où c'est un micmac de choses mal faites. Où t'arrives, il y a 200 paraboles sur le... Et les ABF qui sont là, non. Et voilà. Ouais. Oh là là, ils sont chiants, c'est toujours les relous du coin. C'est un peu ça. Donc etc. Donc on en a... Le meilleur conseil qu'on peut donner à tout le monde, c'est faites preuve de bon sens paysan et respectez ce beau patrimoine, quoi. Est-ce que la chose à faire systématiquement, c'est vous contacter, venir vous voir? Ça vaut le coup de se déplacer? Vous déplacez ou juste un coup de fil suffit ou... En tout cas, quand c'est en secteur protégé, le mieux, c'est de nous écrire un mail, de nous contacter en amont, en nous exposant les travaux, sauf parfois quand il y a des architectes du patrimoine qui sont mis en collaboration, on a des projets et ça marche bien. Mais on est là pour ça. On est là pour donner des conseils, on est là pour aider les usagers. Donc nous, on va participer à ça, on peut se déplacer. Moi, je me déplace des fois dans certaines communes, des particuliers qui me disent venez voir, j'ai cette maison. J'ai une fois l'exemple d'un monsieur qui voulait acheter une maison, qui m'a dit attendez, venez voir. Et je me suis déplacée et puis on a regardé ensemble la maison. Et je dis voilà, vous pourrez faire ça, il y a un règlement. Voilà. Tu dois tomber des fois sur des petites pépites, des petits trésors quand tu descends de la bagnole, ou alors des grosses daubes où toi tu dois dire oh la vache, comment il a pu acheter ça le mec. Est-ce que tu as des petites anecdotes comme ça, des choses dans votre service où tu dois dire je peux pas en poste depuis très longtemps non plus, donc non mais enfin quelque chose non préjudiciable, etc. Mais est-ce que toi t'es ou alors est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes par-dessus tout, que tu pourrais faire tous les jours, que tu serais très contente? Moi, si j'avais que des dossiers sur du bâtiment ancien, déjà, j'adorerais, parce que c'est ce que je préfère. Puis c'est hyper intéressant, parce qu'on se sent utile, en fait, pour donner une seconde vie au bâtiment. Et ça, c'est génial, parce que le projet, moi, j'adore. Mais c'est aussi hyper intéressant de participer à l'urbanisme d'une commune, d'une ville, parce qu'il y a aussi plein d'autres choses qui sont mises en confrontation, et les besoins des usagers. Parce que justement, pour conclure peut-être là-dessus, quels sont parce que là on parle de dossiers, on parle d'instruction de dossiers, etc. Mais quels sont tes
tes compétences et ton rôle exact. Ce que je veux dire, est-ce que tu as quoi? Je veux dire, tu as une formation d'archi, pas d'archi? Comment ça se passe? Quels sont... je veux dire, est-ce que demain, quelqu'un t'appelle, tu peux lui donner des conseils pour rénover son crépi? Tu peux... Non, mais vu que tu t'y intéresses fortement, je veux dire, j'ai une formation en histoire, j'ai une licence d'histoire et j'ai un master 1 en histoire de l'art, et je me suis spécialisée en master 2 en patrimoine bâti et architectural. D'accord. Et via, après, depuis, ça fait 1 an que je suis en poste maintenant, on a accès à un catalogue de formations vraiment qui sont géniales. Et là, on a eu accès justement à des formations professionnelles où justement on peut apprendre beaucoup plus, notamment sur la chaux, les techniques, les enduits. Donc maintenant, je ne sais pas si j'ai la prétention de dire que je peux aiguiller sur tous les cas, mais en tout cas, oui, je peux donner des conseils. Je pense adapter quand même. Oui. En tout cas, toi ou des personnes dans ton service. Oui. C'est-à-dire qu'on peut t'appeler et te dire, écoutez, dis donc, tu vois, qu'on sache, même que nos auditeurs se disent, bon, ben, à part signer le papier en bas, on est là pour ça. Quelles sont leurs compétences exactes, tu vois? On est là pour ça. Sur notre site internet, en fonction de là où les usagers habitent, où vous habitez, le secteur est réparti. On a tous une adresse mail, c'est le premier contact. Ensuite, soit on dresse un rendez-vous sur place, ou on s'appelle. Et on est 7 en tout, donc voilà. À l'inverse, au lieu d'attendre une sorte de délibéré, c'est un service qui est proposé par l'État. Enfin, c'est juste génial. On dit, il y a quelqu'un de compétent qui va pouvoir te parler de ta maison, éventuellement te donner des conseils, et c'est pris en charge par l'État. Non, mais on a une fiche d'avant-projet à remplir, c'est en général ce qu'on demande. Foncez. Non, mais là, ce que tu viens de dire, pour moi, ça résume la phrase de Kennedy. Ne vous demandez pas ce que l'État peut faire pour vous, mais plutôt, tu vois ce que je veux dire. Après, tout le monde n'habite pas en secteur protégé non plus. Non, on est d'accord. Dans ces cas-là, en fait, autant on profite. Non, mais c'est vrai que ça, pour le coup, ça, c'est un avantage qu'on a quand même en France, avec ce ministère de la Culture qui est très actif et qui est, d'ailleurs, en tout cas, parce que moi, je veux pas me risquer de parler d'autre chose, de spectacle ou quoi que ce soit, mais en tout cas, cette branche du ministère, en règle générale, vous êtes quand même compétent. Je veux dire, on a quand même du... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même un bâtiment en France, on a quand même un patrimoine architectural qui est quand même protégé de ouf. Je suis désolé, quand tu te balades à Lyon, tu fais le vieux Lyon, Fourvière, quand tu te balades à Paris, quand tu te balades... voilà, je veux dire, il y a quand même... heureusement qu'on a ces services pour protéger. Quand on a eu le drame qui s'est passé ces dernières années de Notre-Dame, c'est là que tu vois quand même l'utilité des bâtiments de France, etc. Entre tous les hurluberlus qui revoulaient un plafond en verre, en plexiglas, bleu-blanc, tu vois ce que je veux dire, allumé par de la LED. Heureusement qu'il y a quand même des gars qui ont dit, attendez, on a les compagnons du devoir, du Tour de France, on a des artisans parmi les meilleurs du monde, on a les forêts de chênes, on a ci, on a ça, on va refaire ça, et puis ça va repartir pour 800 ans. Alors, heureusement, justement, qu'on a tous ces organismes. Moi, j'ai envie de vous dire merci, j'ai envie de vous dire bravo. Juste avant que tu nous dises où c'est qu'on peut vous retrouver, Rémi, comment ça se passe, toi, le patrimoine, je veux dire, dans ton quotidien? Parce que toi, tu formes des apprentis, mais quel est le pourcentage, par exemple, je sais pas, dans ton école, vu que ces élèves travaillent toutes dans des entreprises, quel est le pourcentage de ces entreprises qui... Est-ce qu'il y en a, je veux dire, qui sont vraiment spécialisés dans le patrimoine? Est-ce que tout le monde fait un peu de tout? Alors, je dirais qu'il y a à peu près 10% qui sont vraiment spécialisés dans le patrimoine. Ouais. Voilà. Après, sinon, tout ce qui est neuf et puis rénovation, je dirais à peu près 70%. Et puis après, le reste, ce serait plus le gros œuvre. Ouais. Voilà. Après, j'ai des jeunes, ils touchent un petit peu à tout. J'en ai qui sont spécialisés que dans le gros œuvre, et donc ils vont couler des murs, du béton, tout ça. Et puis, il y en a certains, ils se dirigent en CAP maçon traditionnel, et après ils se spécialisent vers un bac pro IPB, par exemple. Voilà. Donc IPB, là, c'est le patrimoine. C'est intervention patrimoine bâtiment. Voilà. D'accord. Donc c'est une formation. Après l'obtention d'un CAP, on peut se diriger vers cette formation-là. Tu peux te spécialiser vers ces métiers comme un jeune qui dirait, moi, je veux faire tailleur de pierre. Quoi. Exactement. Ouais, d'accord. Ouais. Donc, il y a la partie brevet professionnel ou bac pro qui sera plus traditionnelle
Et sinon, il y a l'IPB qui est vraiment patrimoine. Et là, ça peut être intéressant pour les jeunes qui nous écoutent, parce que dans ce genre de formation, généralement, c'est un petit peu comme des brevets de métier d'art ou quoi que ce soit, dans ce genre de formation, on retrouve systématiquement un cursus histoire de l'art, pour en revenir à ce que tu nous disais tout à l'heure, Lorena, parce que les deux vont ensemble. Comme tu le disais, savoir reconnaître quand tu marches dans une rue un peu en levant le nez, ça c'est du 16e, ça c'est de telle époque, ça tu sais le faire, toi. Oui. Tu sais te balader et dire ça c'est gothique, ça c'est Haussmann, ça c'est le Corbusier, c'est facile. Qu'est-ce qu'on y... Moi, je suis pas un amoureux du Corbusier, moi. Bon, lui, je le connaissais pas personnellement, mais je veux dire, de la technique architecturale, c'est ce qu'on a... Il y a un peu cette mode du... On voit des fois sur les réseaux, ils appellent ça le brutalisme, tu vois. Je suis pas un amoureux de ce genre de choses, moi. Pas très sensible. Il faut dépasser. Il y a aussi un concept autour du Corbusier. Oui, il y a une idéologie, il y a beaucoup de... C'est ça, comment ça a été pensé avec le modular. Je ne sais pas si ça te parle. Non. Modular, en fait, c'est qu'il y a plein de proportions qui ont été respectées dans ce bâti-là pour qu'en fait, ce soit adapté à ton corps. C'est-à-dire que les assises, elles vont avoir une certaine hauteur pour que ce soit ergonomique. Je l'ai visité, moi. Quand tu vas sur ton balcon, le garde-corps, il est foutu pour que tu poses tes bras et que tu sois bien pour voir la vue. En fait, il y a plein de choses qui ont été réfléchies par rapport à ça. Et c'est un peu un concept. C'est des rues à l'intérieur, c'est pas des étages. Le bâtiment, qui est quand même massif, il est surélevé. Donc, tu peux profiter dessous d'une partie pour pouvoir jouer avec les gamins. Ou, s'il pleut, en haut, tu as l'école. Donc, il y a tout un concept aussi derrière... qui peut être intéressant. Mais c'est bien, ça va peut-être me réconcilier un petit peu avec... mais d'un point de vue, en tout cas, architectural pur, je suis plus sensible à une bonne vieille église des Templiers qu'à un bon vieux couvent. C'est pas inintéressant, c'est différent. C'est différent. Quel est dans tout ton cursus... Tiens, je vais commencer à poser la question à notre ami. Quel est dans tout ton cursus, dans toute ta vie, la pièce d'architecture, le truc qui t'a le plus fasciné? Je veux dire que tu dois dire, je suis rentré là-dedans, putain, je me suis dit, waouh, la vache! Là, c'est une question piège. Ça peut être un village, ça peut être quelque chose, mais où vraiment tu pourrais... Ça a été un choc pour toi, quoi. Tu t'es dit, putain, là, il y a vraiment quelque chose de plus. Bah, tu m'as aidé, là. Tu m'as dit un village, j'ai envie de te dire Pérouge. Voilà. Voilà, tu rentres, tu as des belles maisons en pierre. C'est tout homogène, tout uniforme. Il y a de l'histoire. Voilà. Après, bon, j'ai pas travaillé. Mais après, c'est vrai que c'est un village... c'est magnifique, quoi. C'est historique, ça tient dans le temps. Tu ressens les 2000 ans d'histoire. Ouais, voilà. Et puis, s'il y a eu des rénovations d'ici là, s'il y en a eu, on les voit pas, quoi. Voilà, ça se confond dans l'environnement. Donc, c'est superbe, quoi. Tu emmènes un peu tes élèves dans ce genre de truc? Eh ben là, on va pas aller à Pérouge, mais on va aller à Saint-Astier en juin, justement, pour faire une formation à l'organisme de formation, là-bas. Et on va apprendre les nouvelles techniques avec tous les nouveaux matériaux, les biomatériaux, tout ça, quoi. Ouais. Anto, qu'est-ce qui t'a je sais pas, moi j'en ai plein la tête. Qu'est-ce qui t'a scotché, si tu dois en sortir qu'un? Vraiment le truc. Non, j'en sais rien. J'en sais rien comme ça à chaud. Ouais. Il y a tellement de trucs intéressants. En France ou à l'étranger d'ailleurs. Hein, il y a des trucs à l'étranger, je sais plus quel monument c'était, en Italie, mais où il y a des choses qui sont aussi assez folles, sur une basilique, enfin bref. Ils ont attaqué le chantier, ils ne savaient pas comment ils allaient faire la coupole, techniquement. Et ils ont bouclé le truc et tout tenait, tout était... Et au fur et à mesure qu'ils l'ont avancé, ils ont acquis des compétences pour pouvoir... Et puis t'as des trucs, des C'est monuments. l'histoire de la Sagrada Familia, un peu. T'as des choses comme ça, ou du bâti ancien, où tu dis, est-ce qu'on serait encore capable de faire ça aujourd'hui? Moi, ça me fait peur. Parce que ça me ferait peur, parce que ça ferait une émission. Mais en fait, c'est ça aussi, quand des fois, tu vois des trucs, pour en revenir au lotissement, machin et tout, tu dis, putain, le mec, il y avait 8 rangées à monter, il n'y a rien de droit. T'as une église avec un pic de dingue, tout a été taillé à la main, et tu dis... Il n'y avait pas un outil? Et tu te dis... Et c'est nickel. Tu vois, c'est ce truc-là que tu te dis aussi, c'est impressionnant, en fait. Quand j'ai acheté ma maison, que j'ai sorti le télémètre, je me suis dit, bon, 1904, bon...
J'ai tapé, la maison elle est carrée, il y a moins de 3 mm d'écart entre les trucs. Comme tu dis. Et pendant ce temps, ils construisaient la maison neuve de mon voisin. Ils sont gourés. La fenêtre, elle est pas sous le linteau, quoi. Tu vois, les mecs, t'as envie de dire, dis donc, Dédé. Oui, où tu regardes des trucs, genre les pyramides, et tu te dis, les mecs, ils sont encore en train de plancher sur comment ils ont fait. Non, mais il n'y a pas de télémètre. Il y a un truc qui est parti en couille, disons, à un moment. C'est ça, en fait, ce truc-là. Lorena, ton coup de cœur, patrimoine, architecture, le truc que vraiment tu te dis, waouh, la vache, le truc où tu te dis c'était balèze. J'étais à Florence récemment et j'ai fait Santa Maria Novella. Et moi, je suis fan des fresques. Et il y en avait de partout. Et c'est incroyable, le détail. Je suis restée 2 heures à peu près, je pense, juste à regarder. Ouais. Et j'ai trouvé ça incroyable. Mais après, j'ai pas de en France, j'ai pas de coup de cœur. Il y a des choses exceptionnelles. Je viens de la Drôme, on a des super exemples d'églises romanes et je suis très sensible aux périodes au Moyen-Âge et il y a des choses exceptionnelles. Mais il y a des choses exceptionnelles de partout, en fait. Il suffit aussi d'avoir un brin de curiosité et en fait, on est entouré par plein de petites choses qui sont super. Et même dans la Loire, il y a plein de choses, contrairement à ce qu'on peut dire. C'est vrai, c'est vrai. J'ai cette chance d'avoir quand même un métier qui me permet d'abord de rencontrer des gens comme vous tous les jours, de voyager à travers le pays tous les jours, et tous les jours qu'il y a un artisan qui me dise « Attends, t'as 5 minutes, viens, je vais te montrer un truc. » Et là, d'ouvrir une porte d'église qui m'emmène dans un clocher que personne n'a le droit d'aller, et moi j'y vais, et là t'arrives, t'es devant une cloche qui a 500 ans, tu fais « Waouh !» La vache et avec les trucs tout marqués en latin. Mais ça n'émoustille pas tout le monde. Hein. Mais moi, ça me transcende. Hein. Moi, j'ai les poils ici et il n'y a plus rien qui compte. Hein. J'adore. Et parmi les belles choses, que comme tu dis, c'est très dur en fait de faire un choix. Mais parmi les belles choses que j'ai vues ces dernières années, il y a un truc que j'ai trouvé incredible, c'est Rocamadour. Rocamadour, c'est un village taillé dans la pierre, un village médiéval taillé à flanc de colline, un mélange de troglodytes, de trucs qui sortent de prouesse architecturale, où là tu te dis, si on doit refaire ça demain, les gars, je sais pas où on va trouver les mecs, tu vois. Et je suis rentré là-dedans. Par exemple, moi je suis parmi les films que j'adore, dans mon top 3, il y a Le Seigneur des Anneaux. Et Le Seigneur des Anneaux, à un moment, ils arrivent à Faucombe avec le chêne blanc qui est au bout. C'est Rocamadour. Je suis rentré là-dedans, je me suis dit... il manquait plus que Gandalf qui arrivait, tu sais, genre au galop. Fuyez, pauvre foot. Et je me suis retrouvé là-dedans et je me suis dit... trop bien. Et à un moment, je rentre dans une église... Et c'est une église, en fait, qui a été faite par des rois, qui a été commandée par des rois pour bénir tous les marins qui partaient en expédition. Et donc, tu rentres dans une église, donc tu rentres dans une montagne, tu rentres dans une montagne, quoi. Tu sais, déjà, voilà, tu te dis, tu sais, voilà. Moi, quand je dois casser 2 cailloux, je prends ma mini-pelle, tu vois. Là, tu rentres dans une montagne. Et dans une montagne, ils ont monté dans la montagne. Il n'y en avait pas besoin, puisque c'est une montagne. Ils ont monté dans une montagne une charpente en pont de bateau inversé avec une coque de bateau qui arrive où le prêtre il monte et il bénit tout le monde sur une coque. Et là, tu chiales. Tu chiales. Bon, t'as toujours un espèce de con qui est sur TikTok, sur le côté, au lieu de regarder, en train de regarder des trucs. Et tu lui dis, qu'est-ce que tu branles là, mec? Mais sinon, pour des gars comme moi, qui aiment ça. Cette année, avec Carole, on est parti, je disais, dans les pays du Nord. On s'est arrêté au Danemark. Il y a des châteaux, mais c'est pareil. Tu rentres des châteaux, des églises avec des chapelles cachées dans des... Tu sais, t'as envie de dire, mais quelle audace. Ils y sont allés, quoi. Mais c'était pour la gloire, ça les dépassait, les gars. C'était la gloire de Dieu, la gloire de... Et t'as pas une ligne qui se dit, est-ce que économiquement c'est viable? Oui, voilà, non. Tout était insane. Comment on va faire ça? On va attaquer un truc, ça va peut-être prendre 400-500 ans. Ok, allez, c'est parti. Chaud. Et moi, je suis chaud, moi, je suis chaud. Et puis, il y a ce côté, je ne sais pas si ça vous le fait, ça te le fait, toi qui disais que tu as cette sensibilité. Moi, j'ai l'impression, comme quand je vais à Pérouge, je te jure, je ne veux pas passer pour un allumé, hein, mais j'ai cette impression de ressentir la vie de l'époque. C'est-à-dire
Tu sais, c'est comme quand tu rentres dans une vieille église, tu as presque l'impression de ressentir le... Tu sais, je te dis, les cavaliers qui rentraient, qui piétinaient le truc, les grandes robes, je sais pas, tu ressens cette espèce de... Parce que finalement, nous, God, ça fait quoi? Ça fait 80, 90 ans, 100 ans, la modernité, hein, je veux dire. Mais eux, des cavaliers, il y en est rentré pendant 500 ans, tu vois ce que je veux dire? Nous, on est zéro à côté. Et je sais pas, j'ai l'impression de ressentir ce truc qui est... Enfin, moi, ça me fascine. Rémi Fusaro, pour tous les bichons qui nous écoutent, où c'est qu'on peut te retrouver? Eh ben, on peut me retrouver au CFA BTP de Roanne, où je suis formateur. Et sinon, il y a 11 CFA dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, où on forme des apprentis. On est 500 collaborateurs. On forme par an à peu près 8000 apprentis. Voilà. Putain, la vache, ça, c'est du bon boulot. On te retrouve aussi ailleurs. On te retrouve ailleurs, petit cachotier, petit coquin. Sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur TikTok, où je partage un peu ma passion avec la maçonnerie et puis ce que font les jeunes. Voilà. Donc, voilà, j'essaye de partager des infos, des tutos. Des choses inspirantes, des choses intéressantes. Bon, des fois, je regarde, je me dis, tiens, je me coucherais moins con. Ouais. Et t'expliques un truc, des techniques. Et puis, ce que j'aime beaucoup, c'est l'interaction que tu as avec les jeunes. Ouais. Quand on voit que tu prends sous ton aile une nana qui est apprentie ou un mec qui commence à balancer puis qui en fout partout, quoi. Et puis que tu lui expliques. C'est les débuts. Hein. C'est bien parce qu'on s'identifie. Et puis ce gars, on va le revoir dans une autre story 3 mois après. On va dire, putain, le mec, il a progressé. Et j'aime beaucoup ce côté pédagogique, tout. Franchement, je te félicite. Merci beaucoup. Je te félicite. Bon, après, d'un autre côté, t'es prof, t'as le temps. Mais... voilà. On a que ça à faire. J'étais obligé de te la faire. Hein. Ah bah. C'est sans rancune. Pas de problème. Tu le sais. Lorena Bellemain. C'est presque un nom de princesse. C'est joli. Où on peut te retrouver et surtout où on peut trouver des infos par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Alors, en tout cas, pour les habitants de la Loire, vous avez tout sur le site, c'est UDAP. Vous tapez UDAP de la Loire, on a un site. On va sur son moteur de recherche, UDAP de la Loire, voilà, UDAP. Vous tombez directement sur nous. Après, si vous voulez nous contacter, on a une adresse générique. C'est udap.loire@culture.gouv.fr. Et en fonction de préciser là où vous habitez, on a une fiche aussi qui est disponible sur notre site internet d'avant-projet. Comme ça, ça nous aide aussi parce que parfois, on a un coup de fil, on dit « Oui, je veux faire une terrasse. » Mais, oui, mais vous habitez où? Vous voulez faire quoi? Comme ça, ensuite, on avance ensemble et ensuite, en fonction de la répartition des instructeurs, on vous répondra au cas par cas. Est-ce qu'à la culture, à la DRAC, à l'UDAP, est-ce que vous développez un peu de budget pour faire des petits tutos, des petits trucs C'est dommage, ça serait peut-être pas mal, hein, je veux dire. Ça donnerait d'abord un petit coup de jeune, un petit coup de frais. Ouais. Et puis... Il faudrait le temps, surtout. Non, mais le temps, il y a des gens... Bon, je veux pas me placer, mais je veux dire... mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a des gens qui sont spécialisés dans la création de contenu et qui seraient très contents de vous accompagner pour faire des petits tutos, des choses didactiques, un peu plus corpo, un peu... C'est une idée, je pense, qui serait intéressante aussi à mettre en collaboration avec tous les UDAP, pour le coup, par exemple, de la région. Ouais. Ça pourrait être intéressant de faire quelqu'un qui appellerait pour des petites infos. Ah bah, je vous envoie un petit lien, vous verrez dessus, il y a 6-7 vidéos, c'est tout expliqué. Tu sais, ce serait pas mal, tu vois. Déjà, c'est ce qu'on a envie de faire au moins avec les fiches conseils pour le département, mais c'est que là, du coup, c'est que nous qui devons rédiger et ça demande du temps parce qu'on est l'instruction nous prend énormément de temps. Au détriment parfois aussi de pouvoir se déplacer, ce qui fait aussi que le métier est aussi intéressant, c'est qu'on peut bouger et se déplacer. En tout cas, moi, je dois dire qu'on était très contents parce que c'est vrai que des fois, on appelle des services comme ça du gouvernement, on appelle des services du ministère et on a une émission qui est bienveillante, tu l'as vu, on essaye de valoriser, etc. Et c'est vrai que souvent, on nous dit « personne n'a trop envie de se déplacer, va falloir tirer au sort la personne, gna 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 gna.
Et là, on n'a pas eu cet accueil. On a eu un bon accueil. On a eu une personne qui est venue avec plaisir. Évidemment. Et non, mais je veux dire, il faut le souligner. Et je dois dire que tu es une très bonne représentante. Tu as été une bonne ambassadrice de ton service, en tout cas. Ouais, merci. Voilà. Donc, on peut vous applaudir. On va passer à la suite. Et puis, on va vous raccompagner. On vous fait plein de bises parce que l'émission va continuer avec l'Expresso. C'était bien cette petite émission, hein. Bah, carrément. Mais ça pourrait durer des heures et des heures et des heures, hein. Ouais, largement. Bon, mon Anto, tu nous parles de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, un produit qu'on n'a pas l'habitude de voir. Pour toi, ça t'inspire quoi? On dirait une meuleuse, déjà. Exactement. Au premier abord. Bah, écoute, je pense que le moteur, l'engrenage, c'est la même base. Par contre, dessous, on a quelque chose de différent. On va avoir une belle semelle comme ça en aluminium. Ok. Et sur le bout, ici, comme tu peux voir... Une tête de rabot, on dirait. Exactement. Une sorte de rabot. On a des plaquettes carbure. Et le but de cette machine-là, ça va être très facilement de venir retirer des épaisseurs fines, mais d'être beaucoup plus efficace que ça. Une ponceuse. D'accord. Pour pouvoir un petit peu s'attaquer à d'anciennes peintures, d'anciens vernis. On va peut-être retirer un strat. Retirer un strat, au moment du collage, ça a été compliqué. En tout cas, on va pouvoir gagner beaucoup de temps. Et pour ça, on va se faire un petit défi. Il va y avoir à chaque fois les deux mêmes choses à venir à venir retirer. À venir remettre nickel. Voilà, d'accord. Et il va falloir à chaque fois se dire, est-ce qu'on choisit la team ponçage? J'ai quand même mis un grain un petit peu agressif, les bichons, parce que... Voilà. Et ici... voir avec cette machine-là ce qu'on peut faire. C'est quoi le modèle, là, pour les gens qui nous écoutent en podcast? Alors, attends, parce que ça va être un modèle, c'est le LF724S de chez Metabo. Après, vraiment Metabo, parce qu'il n'y a pas d'autres marques, là, à ma connaissance. J'ai réussi à trouver des modèles, mais qui étaient un peu no-name. Mais il n'y a pas sur le marché une autre grande marque d'outillage qui propose ce système-là. D'accord. Donc, d'un côté, une ponceuse Metabo type un peu Mirka. Hein. Exactement, voilà. C'est ça. Et de l'autre côté, la fraiseuse Metabo LF 224, 254 LF 724S. Et là, simplement, les bichons comme ça... Après, on fait la démo. Deux petites infos. Donc là, on a des plaquettes au carbure. Quand on a déjà trop utilisé et qu'on perd un petit peu de tranchant, on peut les tourner 4 fois. D'accord. Donc on va retrouver du tranchant. Pour le réglage, en fait, on va venir ici avec cette clé. Donc là, tourner l'axe principal. Exactement, simplement pour décaler la tête plus ou moins. Parce qu'on va venir prendre plus ou moins de matière. D'accord. Et ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on va avoir... Tu as des volets sur le côté. Des volets avec aussi... pour venir affleurer en latéral. Exactement. C'est-à-dire que tu vas pouvoir venir faire ce travail-là en feuillure. Donc si tu bosses sur de la fenêtre ou des choses comme ça en rénovation... Ça va être vraiment très intéressant. J'imagine c'est très précis. Tu dois pouvoir y aller au 10e, là. C'est précis. Alors, moi, je l'ai déjà testé dans une pause café. Je vous invite à aller voir l'émission. On remettra le lien exactement dans les si notes. vous voulez aller avoir plus de détails. C'est très précis. J'avais un problème, cependant, par rapport au réglage, en fait. Parce qu'on va vraiment enlever un tout petit peu de matière. Mais ça, c'est simplement de reprendre les repères pour pouvoir bien affiner. T'as donné tous les trucs et astuces pour régler la machine dans la pause café. Exactement. Très bien. Pour pouvoir l'utiliser. Les mêmes choses, les feuillures, mais aussi les marches d'escalier. Parce que quand on a un escalier d'une maison bâtie ancien... et qui disent qu'il faut tout repeindre. Qui a 18 couches de vernis. Et en fait, on se rend compte que l'essence de bois dessous est noble. Et on veut la mettre en valeur avec une petite huile incolore, quelque chose comme ça. Franchement, on gagne un temps assez dingue. Très bien. Eh ben, écoute, ça, je pense que c'est bien parce que là, à mon avis, il y a beaucoup de bichons qui vont pas connaître. Donc, on met le casque. Toi, tu vas mettre le casque. Toi, tu vas prendre la fraiseuse et moi, je vais prendre la ponceuse. Comme tu veux. Bah, on va faire comme ça. Puis au pire, le deuxième, on échangera. Allez, très bien. De toute façon, on essaye. On se fait quoi 5 secondes de chaque côté, quoi, ou 10 secondes de chaque côté. On commence sur quoi? Tu commences. On commence sur le bardage. Allez, un morceau de bardage qui a été peint. Allez, moi, je triche, j'y vais déjà. Allez, tu peux y aller. C'est parti. Moi, j'ai le temps, en fait, finalement.
ok, bon. Alors là, j'y suis allé un petit peu fort. Là, tu as été comme un bourrin, là. Là, tu as été comme un bourrin, mais le résultat, il est sans appel de sans appel, quoi. Et en plus, on a quelque chose de très texturé, c'est-à-dire que moi, bon, là, j'en ai enlevé beaucoup, il faudrait réajuster le réglage. Oui, et puis après, on y remet un petit coup de ponceuse. Exactement, justement, ça peut être complémentaire d'utiliser les deux machines, c'est-à-dire qu'on va dégrossir avec celle-ci en affinant quand même, on va pas faire des gros rebords. Là, il y a quand même déjà une différence énorme. C'est ça, et en plus, on a quelque chose de texturé ici, donc toi, avant de pouvoir attaquer... la peinture qu'il y a dans les... Dans le veinage, quoi. C'est ultra complexe. Là, on a presque quelque chose de... On était presque sur quelque chose de brossé, presque. Hein. C'est ça. C'est ça. Donc, alors, bon, la texture, pour aller choper ça à la ponceuse, faut se lever de bonne heure. Compliqué. On switch. Allez, on switch. Allez, tout de suite. On va prendre un morceau de plainte. Là, on a changé de matos. D'accord. On est sur un médium. On est sur un médium. Et je te fais de l'autre. Allez. Donc j'essaye la fraiseuse. Hein. Allez, ça roule. Allez, c'est pas. Donc là, il y a pas besoin de la régler moins ou. Tu peux, si tu veux, tu peux réduire. Simplement, il va falloir que tu bloques l'axe comme sur une meuleuse et que tu viennes descendre, voilà, ton réglage pour te rapprocher du zéro. Voilà. Très bien. Allez, hop. Il y a un petit process à savoir, en fait, sur l'usinage. C'est simplement... il faut rentrer... Exactement. Ta surface de référence va être le dessous de la semelle. D'accord. Donc, quand on va s'attaquer à un morceau, on va commencer et on va reculer. D'accord. Quand on sera au bout, on se mettra sur un réglage de 0, on retourne. Sinon, en fait, on va créer des différences de niveau. D'accord. Mais ça se fait très, très bien. Ok. T'es prêt? Allez, je suis prêt. Allez, moi, je lance mon aspi. Bon, pareil, on se fait 5 secondes et puis c'est parti. Bon, là, alors là, c'est... Ouais. Là... Bon, les bichons, il n'y a pas de débat, je crois. Là, il n'y a pas de débat. Parce que moi, j'ai essayé de bourriner, j'étais quasiment dessus. Ah ouais, non, mais là, c'est vrai que même les copains qui doivent être en régie, je pense à Stéphane et tout, ils doivent se dire, putain, la vache. Ouais, c'est assez... Non, là, c'est vraiment... Et tu vois, cette machine, c'est vraiment une machine auquel on ne pense pas du tout. Pas. Et comme tu dis, là, je pense qu'il y a beaucoup de bichons qui, ça se trouve, auront peut-être même jamais vu ça de leur vie. Hein. C'est ça. C'est vraiment... Et la différence, elle est vraiment flagrante. Ah ouais. Moi, j'ai même pas encore atteint la sous-couche. Il y a des endroits où ça a été poncé plus que d'autres. Et puis moi, je vois bien, là, en passant le doigt... C'est-à-dire, on voit bien qu'en plus, ça t'enlève pas 3 mm de matière. Quoi. Je veux dire, on voit bien en passant la main, entre la couche de peinture qu'il y a, d'ailleurs, il y en avait certainement 2, on voit qu'il y a un primaire dessous. Il y a un blanc. C'est quasiment comme quand tu fais de l'aérogommage, t'enlèves feuille de peinture par feuille de peinture. Exactement. C'est même bizarre, c'est même une prouesse technique d'arriver à être aussi précis avec une machine qui, au premier abord, peut paraître un peu bourrin. Hein. Oui, c'est ça. C'est OK. C'est ça. Et après, ce que je conseille vraiment, là, vous avez pu voir, il y a un gain de temps qui est juste dingue. Ça va nécessiter, si on veut arriver à un travail qui soit précis, sans aussi attaquer trop fort les pièces, à une petite prise en main. Ce que je vous conseille, si vous partez là-dessus, c'est de commencer sur... avec des chutes, avec un peu des martyrs. On se fait la main, et comme ça, on arrive tout de suite au résultat. Et quand on prend en main la machine, on peut même arriver justement à se dire je fais péter que les 3-4 couches qui ont été rajoutées, mais je vais revenir à la base. Non, mais là c'est flagrant. Hein, c'est vraiment et c'est sûr. Bon, comme tous les outils un petit peu pro qui sortent un peu de l'ordinaire, ça nécessite un petit temps à prendre en main. C'est ça. Mais je pense que ça, quand tu maîtrises, tu te régales. Hein. Ah bah c'est sûr. Non mais puis même le temps. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Bon, on vous remercie d'avoir regardé. Comme d'habitude, on essaiera de leur mettre tous les liens en description, d'avoir regardé ou d'avoir écouté d'ailleurs. Oui. Et puis nous, on vous dit à la prochaine. J'ai envie de dire quand même, parce que ça correspond quand même au thème de l'émission par rapport à ce que Lorena disait, j'ai envie de dire soyez curieux. Exactement. Parce qu'on est toujours en train de leur dire soyez créatifs, etc. Mais là, j'ai envie de vous dire soyez curieux, renseignez-vous, et puis vous verrez que on est quand même dans un beau pays où il y a pas mal de choses. Quand on s'y intéresse un peu, ça vaut le coup. Merci les bichons. Salut. À la prochaine. Ciao. Allez, prenez soin de vous, on vous aime. Allez, bye.
La matinale d'aujourd'hui vous a été proposée par la Taloche. La Taloche, l'école qui forme au métier du second œuvre en 4 semaines seulement. Avec la Taloche, tu vas vite apprendre. Plus d'infos en description. C'était la matinale, à voir et à revoir sur tous nos réseaux. Et comme d'habitude, retrouvez tous les liens en description.